Bien, bonjour. Dans ce nouveau cours, on va maintenant s'intéresser, en récoltant les fruits de notre cours précédent, à deux équations différentielles extrêmement importantes quand on va attaquer les repères cylindriques et les repères sphériques des équations en dérivée partielle. Enfin, pour les équations en dérivée partielle, que sont les équations de Legendre et de Bessel. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment, on va voir un peu rapidement comment ça se résout, et on va voir les propriétés donc des fonctions de Legendre et des fonctions de Bessel. C'est pas un cours d'analyse détaillé, ça a une vraie valeur d'aller voir un cours d'analyse sur les fonctions de Legendre et sur les fonctions de Bessel. Je vous encourage vivement à le faire, mais c'est pas l'objet de ce cours-là, donc je vais pas rentrer dans les détails des résultats qu'on va voir, on va les énoncer. Après, vous pouvez trouver facilement dans des bouquins, ou peut-être dans des vidéos, ça pour le coup je sais pas trop, ce genre de propriétés, les trouver démontrées, et voilà, comment tout ça se construit plus précisément. Bon, rentrons dans le vif du sujet, et puis on verra au fur et à mesure un peu les choses. Donc pour commencer, on va attaquer par l'équation de Legendre. Elle a cette forme-là, donc c'est 1 moins x carré y seconde, moins 2xy prime plus lambda y égale 0, et x est compris entre moins 1 et 1. Ce qu'on voit d'abord, c'est que l'équation est analytique, en x égale 0, il n'y a pas de terme si on divise par 1 moins x carré, pour la mettre sous la forme où on doit faire le test d'analyticité. On voit qu'on se retrouve avec du 1 moins x carré au dénominateur, et ça c'est tout à fait analytique en x égale 0, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas à utiliser une série de Frobenius, on peut utiliser une série de Taylor, ça va bien se passer. Et si on met le problème sous forme de Sturm-Liouville, pour voir un peu quelle tête il a, ce que vous voyez, c'est que l'équation de Legendre, en fait, sous forme de Sturm-Liouville, elle va s'écrire 1 moins x carré y prime plus lambda y égale 0. Donc ce qu'on voit par rapport au repère qu'on s'était donné dans le cours sur Sturm-Liouville, c'est que notre p de x est égal à 1 moins x carré, q de x est égal à 0, il n'y a pas de terme qui multiplie y et qui s'additionne à lambda, et sigma de x, la fonction qui multiplie lambda et y, est égale à 1. Donc voilà la situation en termes de Sturm-Liouville dans laquelle on se trouve. En revanche, ce qu'on voit, c'est que P de 1 et P de moins 1 vont se trouver égaux à 0 sur les bords du domaine. Enfin, le P va se trouver égal à 0 sur les bords du domaine, en 1 et en moins 1. Et donc, on a affaire à un problème singulier de Sturm-Liouville. Donc là, c'est un peu dommage, on ne peut pas importer toutes les qualités a priori, c'est des choses qu'il va falloir démontrer au fur et à mesure. Du coup, on va devoir imposer des conditions de majoration sur y et sur y' quand x va tendre vers moins 1 et quand x va tendre vers 1, comme condition de validité pour que notre solution ait un sens physique. Bon, attaquons la résolution. Donc là, j'ai séparé un peu en couleurs parce que quand on résout par série, les choses deviennent un petit peu compliquées parfois. J'ai essayé de rendre ça un peu plus lisible. Donc ici en rouge, c'est le terme 1 moins x carré y seconde, en bleu c'est moins 2xy prime, et en noir c'est le terme lambda y. Et donc on se donne une solution de la forme somme de n égale 0 à l'infini des a n x puissance n, il faut qu'on écrive les dérivées successives. Donc y prime, c'est la somme de n égale 1 à l'infini des n a n x puissance n moins 1. Alors, j'avais pas trop insisté là-dessus, on va regarder un tout petit peu plus en détail les histoires de réindexation des séries. Là, vous voyez que quand on dérive cette série-là, le premier terme, A0, quand on le dérive, il disparaît complètement. Et donc la somme commence maintenant à A1, multipliée par la dérivée de x qui fait 1, donc elle commence à A1 fois 1. On fait tomber le n en dérivant. Et du coup, la somme ici, effectivement, commence à 1. Si on prend n égale à 1, ça nous fait 1 fois A1 fois x puissance 0, c'est-à-dire fois 1 au total. Donc ça fait bien A1 pour ce premier terme-là, et c'est effectivement le premier terme de la dérivée de la somme de n égale 0 à l'infini des nxn. D'accord. Donc il faut correctement qu'on indexe les choses pour y voir un peu plus clair. Et on va former tout de suite, le terme qu'on veut, c'est moins 2x fois y prime. Donc on fait rentrer le x dedans, x fois x puissance n moins 1, ça fait x puissance n. Et donc cette somme-là, quand on la transforme en moins 2xy', elle devient moins somme de n égale 1 à l'infini des 2n à nxn. Ok, là on a correctement écrit ce terme-là. Maintenant le terme y seconde, quand on dérive une deuxième fois, donc on dérive cette expression-là, cette fois-ci on commence à compter à partir de 2, la somme, c'est somme de n égale 2 à l'infini cette fois-ci. De n, quand on dérive x puissance n-1, ça fait tomber le n-1, donc n-1 fois a n x puissance n-2. Okay. Maintenant, il faut qu'on construise le terme 1 moins x carré y seconde, que j'ai pas mis en rouge pour l'instant, bon, pas grave. Et donc le 1 moins x carré y seconde, il devient alors 1 fois la somme
ça va nous redonner la même somme ici et là, hein, rigoureusement. Moins x carré, ça nous fait moins, et le x carré, quand il rentre dedans, ça fait an fois x puissance n, puisque x puissance n moins 2 fois x puissance 2, ça fait x puissance n. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. C'est le terme 1 moins x carré y seconde. Okay, maintenant, on peut réindexer. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est que cette somme-là soit en x puissance n comme les autres, qu'on puisse sommer ensuite correctement les affaires. Donc pour ça, l'opération, alors on n'a pas discuté dans le détail de ces choses-là, on va le faire un peu avec les mains, il faudra faire un vrai cours sur les séries. Pour l'instant, on n'a pas ça dans la besace, je pense que la nouvelle offre de formation inclura ça. Mais donc là, on va le faire un peu avec les mains, parce que vous n'avez pas forcément été exposé à la nouvelle offre de formation. Comme on dit dans notre jargon d'enseignant-chercheur. Donc ici, ce qu'on veut, c'est avoir un x puissance n. Pour avoir un x puissance n, on va remplacer n par n plus 2, en fait. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ici, n plus 2 moins 2, ça va faire n, c'est ce qu'on veut. Le an ici devient an plus 2. Le n moins 1 devient n plus 2 moins 1, donc n plus 1, et n devient n plus 2. D'accord. Et comme on commence à compter à partir de n plus 2, il faut réindexer aussi ici. C'est-à-dire que là, on voit que cette somme commence pour le premier terme égale ici, ce terme-là, mettons, ou le an ici plutôt, commence pour n égale à 2. D'accord. Il faut qu'on commence à 0 ici, pour qu'on commence bien à ici à 2. Comme ici, on commençait à A2. Là, on commence bien toujours à A2. Bon, je vous le fais un peu à l'arrache, avec les mains. C'est vrai que quand on l'a fait un peu souvent, on réfléchit plus trop à cette étape-là, elle est un peu naturelle. Et voilà, en enregistrant maintenant le cours, je me rends compte que j'ai pas préparé ça de façon très propre. Je m'en excuse, j'espère que c'était à peu près clair, sinon n'hésitez pas à poser des questions en TD ou autre pour clarifier cette étape-là. Bref, donc tout ce qu'on a fait, c'est une réindexation qui nous permet d'avoir un x puissance n, c'est ça qu'on veut absolument, pour pouvoir ensuite faire la somme de tous nos termes en x puissance n. Ce qu'on voit aussi, c'est que, ce qu'on peut comparer simplement, c'est que ça tombe bien sur les mêmes termes, on peut juste prendre le premier terme, donc ici, le premier terme c'est n égale à 2, ça fait 2 fois 1, à 2 x puissance 0. Ici, ça fait 2 fois 1 à 2 x puissance 0. Ça fait bien exactement les mêmes termes, d'accord, dans l'opération de réindexation. Et ce terme-là, on le réindexe pas, parce qu'il est en x puissance n, il n'y a pas de raison d'aller le toucher. Voilà. Et maintenant, on peut former l'expression complète de l'équation différentielle. Et donc là, il faut compter nos petits, si j'ose dire. Il faut d'abord qu'on aille collecter les termes où il n'y a pas de x puissance quelque chose. D'accord. Et donc, il faut aller regarder dans tous les termes qui interviennent, où est-ce qu'on n'a pas de x puissance quelque chose. Enfin, on a x puissance 0 en fait. Donc, dans l'expression de y ici, on voit que a0 va être multiplié par lambda. Donc, on a ce lambda a0 venant du y. Après, dans l'expression moins 2xy' ici, on n'a pas de x puissance 0, ça commence à n égale à 1. D'accord. Et dans cette expression ici, alors là, on n'a pas de x puissance 0, puisque ça commence à n égale à 2. Ici, en revanche, on a bien un n égale à 0 et on a un n ici. Donc ici, le premier terme, c'est pour n égale à 0. Il est avec x puissance 0. Et ça nous fait donc 2 fois 1 fois A2. Donc 2 fois A2. D'accord. Donc ce 2 fois A2, c'est pour le x puissance 0 de cette composante, de ce terme-là. Après, on va collecter les termes en x. Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, il faut que je le dise, ce sera quand même plus clair. Ce qu'on veut en fait, c'est faire démarrer nos trois sommes là, en bleu, noir et rouge, à n égale à 2, et après on pourra former la somme des termes en fonction de n simplement. Mais donc, pour arriver en n égale à 2, il faut qu'on prenne toutes les sommes qui commencent en autre chose que 2, et qu'on les ramène à 2. Donc le n égale à 0, il faut qu'on le ramène à n égale à 2, donc on va sortir le terme n égale 0 et le terme n égale 1, et ici, il faut qu'on sorte le terme n égale à 1. Et là, comme ça, la somme pourra commencer à n égale à 2. Et après, on pourra faire la somme. Des sommes. Voilà. Ok. Voilà. Désolé, c'est un peu dans le désordre. Faut scripter davantage tes cours, Marc. Ok, donc ensuite, à partir de là, donc on sort de ce terme-là aussi le terme en n égale à 1. Donc ça fait a1x1 fois lambda. Donc ça fait lambda a1 fois x. Ici, en n égale à 1, ça fait moins 2a1x1, donc moins 2a1 fois x. Et ici, en n égale à 1, ça fait 3, fois 2, ça fait 6, a
1 plus 2, 3, 6 à 3, x puissance 1, donc plus 6 à 3 fois x. Et maintenant, toutes nos sommes commencent en n égale à 2, et donc on peut faire la somme de n égale à 2 à l'infini de tous les termes qui sont en facteur de x puissance n. Donc on a an moins 2n à n, lambda à n, pardon, il y a le terme lambda devant, lambda à n moins 2n à n, plus n plus 2 fois n plus 1 fois n plus 2, moins n fois n moins 1 à n, et le tout multiplié par xn. Ok, et donc là on a réécrit notre équodif sous la forme des séries, et ce qu'on veut c'est que tout ça soit égal à 0. Ça veut dire qu'il faut que le terme constant soit égal à 0, que le coefficient de x soit égal à 0, et que tous les coefficients de x puissance n soient égaux à 0 également. Donc ça nous fait trois relations, une pour le terme constant, une pour le terme d'ordre 1, et une pour tous les termes n. Donc à partir du terme constant, ce qu'on obtient ici, on peut le voir directement, on obtient directement que A2 c'est moins lambda sur 2 à 0, et à partir du terme facteur de x, on a que A3, c'est 2 moins lambda sur 6 à 1. Donc je vous laisse le réétablir vous-même. Ce qu'on voit, et c'est ça qui est sympathique, c'est qu'on a un A0 et un A1, ça semble dire qu'on va avoir nos deux solutions issues directement d'une seule série de Taylor d'un coup, ça va être sympathique tout plein. Ensuite, si vous prenez le terme en n et que vous l'annulez, ce que vous trouvez, c'est cette, je vous laisse le faire à partir de l'expression précédente, ce que vous obtenez, c'est cette relation de récurrence, an plus 2 égale nn plus 1 moins lambda sur n plus 2 fois n plus 1, le tout fois an. Donc on voit qu'effectivement, les an plus 2 sont obtenus à partir des an, ça veut dire que toute la série des paires va dépendre de A0, et toute la série des coefficients impairs va dépendre de A1 en réalité. Et on peut regarder que les expressions qu'on a là sont cohérentes avec celles-là, c'est le cas pour le coup. Si on prend A2, A2 ça veut dire qu'on considère ici A0, donc ce terme-là fait 0, moins lambda sur 0 plus 2 fois 0 plus 1, ça fait moins lambda sur 2 fois 0, c'est exactement cette expression-là. Et A3, ça veut dire qu'on prend n égale à 1, ça fait 1 fois 2, moins lambda, ça fait 2 moins lambda, sur 3 fois 2, ça fait 6, fois A1, ça fait 2 moins lambda sur 6 fois A1. Donc ces deux expressions-là sont complètement cohérentes avec celle-là. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc après, si on regarde et qu'on essaye d'établir un peu les termes suivants, parce que ce qui va nous intéresser, ça va être d'écrire un peu plus proprement, entre guillemets, la série dans son ensemble, même si on va réutiliser, hein, la relation de récurrence, elle est pratique pour un certain nombre de choses, mais si on prend les n paires, on voit que le A4, quand on veut le construire, il est donc construit à partir de A2, donc le n est égal à 2, hein, ça fait 2 fois 3, moins lambda, sur 4 fois 3, A2. Donc ça fait, quand on remplace A2 par son expression, qui est fois moins lambda sur 2 A0, et qu'on opère le produit, ça fait lambda, facteur de lambda moins 2 fois 3, sur 2 fois 3 fois 4, donc sur factoriel 4 à 0. Si on essaie de calculer A6 maintenant, A6, donc il est calculé à partir de A4, ici ça nous fait 4 fois 5, okay, moins lambda, sur 4 plus 2, c'est-à-dire 6 fois 5. Okay. Alors vous voyez là, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2, on voit qu'on va voir apparaître le factoriel n en bas, d'accord. En haut c'est peut-être un peu moins net ce qui est en train de se passer. On remplace A4 par son expression en fonction de A0, qui est celle-là, donc en bas comme promis on a le factoriel 6, et quand on multiplie cette expression-là, on obtient lambda, facteur lambda moins 2 fois 3, facteur de lambda moins 4 fois 5, le tout fois A0. Si vous faites le même calcul pour A8, vous obtenez ça, lambda, facteur de lambda moins 2 fois 3, facteur de lambda moins 4 fois 5, facteur de lambda moins 6 fois 7, sur factoriel 8 à 0. Et donc ce qu'on obtient en fait, c'est une expression qui a cette forme-là. Alors j'ai pas fait gaffe aux signes, hein, mais il y a des signes qui se promènent et qui alternent. Donc au total, ce que vous avez, c'est que les termes en A2n, ils sont de cette forme-là, moins 1 puissance n, lambda fois lambda moins 2 fois 3, fois etc., fois lambda moins 2n moins 2 fois 2n moins 1. Vous voyez que là, le A8, ça se finit par lambda moins 6 fois 7. Donc le A2n, ça se finit par lambda moins 2n moins 2 fois 2n moins 1. Okay. En bas, on a le factoriel du nombre qui est là, donc factoriel 2n, et on a A0 comme terme multiplicateur ici. Donc on a ramené A0. Et exactement de la même façon, donc je ne le refais pas parce que c'est assez pénible comme ça, il faut qu'on avance sur le fond, mais on peut montrer que les termes impairs, eux, sont de la forme A2n plus 1 égale moins 1 puissance n,
et cette fois-ci c'est lambda moins 2 fois lambda moins 3 fois 4, etc. fois lambda moins 2n moins 1 fois 2n. Donc en fait c'est la même logique que là, hein. Sauf que 2n moins 2, 2n moins 1 devient 2n moins 1, 2n, puisque là c'est 2n plus 1. Sur 2n plus 1 factoriel, donc sur la même chose, A1. Donc on voit que les deux séries de coefficients, qu'ils soient pairs ou impairs, ont la même forme, ce qui est logique, hein, c'est la même relation de récurrence à l'origine, c'est juste qu'on a deux points de départ différents. C'est tout. Et donc la solution au total, on peut l'écrire sous cette forme-là. Y de x, c'est A0, somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n, le terme qu'on vient de déterminer, ici x puissance 2n, plus A1, facteur de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n, le coefficient fois x puissance 2n plus 1. Donc on a bien, dans notre solution, on a bien deux solutions indépendantes, une qui est paire et l'autre qui est impaire en fait. Et maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est convergent tout ça? Donc on va regarder juste sur la série des paires parce que ça marche de la même façon pour les impairs. Et donc on commence par faire notre bon vieux test de d'Alembert. On se rappelle que pour aller regarder ça, on va prendre la limite pour n qui tend vers l'infini de an plus 1 sur an. Si vous faites an plus 1 sur an, en fait vous pouvez prendre la relation de récurrence, au final c'est encore le... vous voyez le x carré qui traîne quand même en plus. Non mais on prend les donc deux de suite là. Donc on a du x puissance 2n et du x puissance 2n plus 2, on fait le rapport des deux termes, d'accord? Et toute chose divisée par ailleurs, donc on a du factoriel 2n et du factoriel 2n plus 2. Donc quand vous divisez factoriel 2n plus 2 par factoriel 2n, il reste 2n plus 1 fois 2n plus 2. Okay, et des termes là-haut, pareil, il reste que ce qui dépasse, c'est-à-dire 2n fois 2n plus 1, qui est absent de cette expression-là, mais qui va apparaître dans l'expression pour le 2n plus 2. D'accord, et le x puissance 2n plus 2 sur x puissance 2n, il reste un x carré. Donc au total, ce qu'on a, c'est que cette expression-là est égale à la limite pour n qui tend vers l'infini de ce terme-là. Ok. Très bien. Et ça, quand n tend vers l'infini, le lambda devient négligeable. Hein. Ici, le terme qui domine, c'est du 4n carré. En bas, le terme qui domine, c'est du 4n carré aussi. Donc les deux se simplifient. Donc ce terme-là tend vers 1. Et donc au total, ça fait x carré. Donc pour ça converge, il faut que x carré soit inférieur à 1. Ok, on se rappelle, hein, pour que le test de convergence de d'Alembert enfin pour qu'une série soit convergente d'après le test de d'Alembert, je vais y arriver, il faut que le ratio soit strictement inférieur à 1. Donc ça converge pour x en valeur absolue inférieure à 1, puisque ça veut dire que si x est en valeur absolue inférieure à 1, son carré est inférieur à 1 également. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui se passe en 1, parce que c'est les bords du domaine pour nous. Et si on fait un test de Gauss, là pour le coup, parce que le test d'Alembert n'est pas valable, parce qu'on trouve une limite qui vaut 1, et donc il est non concluant. Alors je ne l'ai pas fait parce qu'il faut une page et demie de calcul, c'est un peu casse-pied, mais ça se fait, hein, c'est pas problématique en soi, mais il faut un peu plus travailler. Et je ne veux pas perdre de temps sur les calculs trop pénibles dans cette série de cours, parce que c'est pas le cœur de notre question. Notre question, c'est de résoudre les écodifs. Bref, mais donc, pour l'instant, on se croit sur parole, n'hésitez pas à le faire, il faut prendre le test de Gauss là pour aller montrer ce qu'il en est, et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette série est divergente en x égale 1 et x égale moins 1. En x égale 1 en tout cas, x égale moins 1, la paire doit être divergente aussi, oui. Damned. On a des séries divergentes sur les bords du domaine, donc ça c'est pas du tout favorable parce que physiquement une solution divergente c'est pas très intéressant. Donc la solution, maintenant ça va être de travailler sur lambda. La stratégie qu'on va avoir, ça va être de prendre un lambda tel que la série solution va s'arrêter à partir d'un certain rang et les A supérieurs vont être égaux à 0. Du coup, on n'aura plus une série infinie, mais une série finie. Et par définition, les séries finies, elles convergent systématiquement. Pour le coup, il n'y a pas de problème. D'accord, donc la condition du problème nous dit vous n'aurez des solutions physiquement ou chimiquement satisfaisantes que si certaines valeurs de lambda sont sélectionnées et qui sont celles qui ne divergent pas. Donc, si on regarde notre relation de récurrence, on y revient. Notre relation de récurrence, elle nous dit que a 2n plus 2 est égal à 2n, 2n plus 1 moins lambda sur 2n plus 2 fois 2n plus 1 à 2n. Pour que quelque chose s'arrête, ici, il faut que le lambda devienne égal à ce terme-là. D'accord. Donc ça va être ça la stratégie ici. Ça va être de prendre un lambda qui est la forme 2k, 2k plus 1. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tant qu'on a des n inférieurs à k, le terme ici ne sera pas nul. À partir du moment où on arrivera à n égale à k, ce terme-là va s'annuler. Et donc, ici on aura, ça veut dire que pour n égale à k, on a encore quelque chose qui est non nul, donc a 2k
n'est pas nul. En revanche, A 2k plus 2 va voir apparaître un 0, il sera égal à 0, et tous les successeurs seront égaux à 0 également. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Ça veut dire, à partir du moment où on prend lambda qui a cette forme-là, où k est un entier naturel, hein, puisque ici n est un entier naturel, ça veut dire que pour les a d'indice supérieurs à 2k plus 2, ou égaux à 2k plus 2, seront égaux à 0. Donc si on impose cette règle-là, est-ce que du même coup, on va aussi annuler les termes impairs, les a 2n plus 1? Donc ça, il faut qu'on aille voir ce qu'il en est. Ça veut dire qu'on prend la relation de récurrence pour les a 2n plus 1 qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc 2n moins 1, 2n, et on fait l'hypothèse que notre expression pour lambda, c'est 2k, 2k plus 1. Donc on a 2n moins 1, 2n, moins 2k, 2k plus 1, sur 2n plus 1, 2n, fois a 2n moins 1. C'est ça notre expression au rang n égale à k. Donc pour que ça s'annule, il faut que le numérateur soit nul. Donc il faut que 2n moins 1, 2n, moins 2k, 2k plus 1 soit égal à 0. Et là, il y a deux solutions. Si vous regardez bien, vous avez n égale à moins k, qui va satisfaire cette équation. Si on prend moins k ici, ça fait moins 2k plus 1. Okay. Le 2n devient moins 2k, moins ça fait plus. Donc on a 2k facteur de 2k plus 1, moins 2k facteur de 2k plus 1. Donc n égale à moins k, ça satisfait. Ça c'est une équation d'ordre 2, hein, donc il y a deux solutions. Et la deuxième solution qui satisfait, c'est n égale à k plus 1,5. Donc si on prend k plus 1,5, pareil, ça fait, il faut compter ces petits là pour le coup, ça fait 2k plus, ça fait 2k plus 1 moins 1, ça fait 2k ça, et le 2n devient 2k plus 1. Ça fait 2k facteur de 2k plus 1, moins 2k facteur de 2k plus 1, ça fait bien 0. Donc ça, c'est les deux solutions. Mais le problème qu'on a, c'est que nous, par hypothèse ici, k est un entier positif. Donc, pour que ça arrête cette série-là, il faut soit n égale à moins k, mais moins k c'est négatif, donc ça marche pas, soit n égale à k plus 1,5, mais ça c'est pas un entier, ça marche pas non plus. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on règle, entre guillemets, lambda pour arrêter la série paire, ça n'arrêtera pas la série impaire, elle sera divergente. A l'inverse, dans le même raisonnement, vous pouvez le faire, si vous réglez k pour arrêter la série impaire, la série paire sera divergente. Donc, il n'y a pas... voilà, ça je l'ai dit à l'oral, hein, donc du coup, on n'a pas de solution k qui soit entière positive, qui satisfasse l'arrêt dans la série paire et impaire. Donc, soit lambda va annuler la série paire, et dans ce cas-là, il faudra prendre a1 égale à 0, soit lambda va annuler la série impaire, et alors là, il faudra prendre a0 égale à 0, pour avoir une solution qui a un sens, physiquement, chimiquement. Voilà. Donc, faisons un petit résumé rapide de tout ce qu'on vient de dire. Notre équation de Legendre, on a vu que c'était un problème de Sturm-Liouville. Elle s'écrit 1 moins x carré y seconde, moins 2xy prime plus lambda y égale à 0, pour x compris entre moins 1 et 1. Et on impose que y et y prime soient bornés quand x tend vers 1 et moins 1. Okay, c'est ça qui nous a donné toutes nos démarches qu'on vient juste d'avoir sur il faut arrêter la série pour que ça reste borné, on n'a pas le choix, d'après les tests. Donc ce problème de Sturm-Liouville, on vient de le voir du coup à pour valeur propre, lambda égale k fois k plus 1, où k appartient à l'ensemble des nombres naturels. À ces valeurs propres sont associées des fonctions propres, pk de x, qui sont ce qu'on appelle les polynômes de Legendre de degré k, qu'on va appeler aussi fonctions de Legendre de première espèce. On va les déterminer juste après pour voir un peu comment ils s'écrivent. On a déjà écrit leur expression en fait, mais on va en expliciter quelques-uns pour qu'on y voit plus clair. Ce qu'on voit, c'est que pk ne va avoir que des puissances de la même parité que k. On a dit que si k est pair, ça arrêtera la série des pairs, et si k est impair, ça arrêtera la série des impairs, et l'autre doit être, et réciproquement, celle dont la série diverge, il faut le prendre un coefficient égal à 0. Et la relation de récurrence pour les coefficients, c'est celle qu'on vient d'établir. C'est a n plus 2 égale n plus 1 moins k plus 1 sur n plus 2 fois n plus 1 à n. Voilà. Par convention, parce que vous pouvez, on va en déterminer quelques-uns, mais en fait les polynômes de Legendre ils sont complètement tabulés parce que c'est des bestioles qui sont très utiles. Par convention, on prend pk de 1 égale à 1, quelle que soit la valeur de k considérée. Ça permet d'avoir une convention pour écrire ces polynômes de Legendre pour tout le monde de la même façon. Et puis après, de toute façon, on fait des combinaisons linéaires pour avoir les solutions. Donc calculons quelques polynômes de Legendre en se rappelant bien que notre expression est celle-là. D'accord, pour les termes de récurrence. Donc P de 0, P de 0, de toute façon c'est vite réglé.
parce que P de 0, ça veut dire qu'on prend K égale à 0. D'accord, donc ici, ce terme-là va s'annuler pour n égale à 0, parce que ça fera 0 moins 0. Et donc A2 est déjà égal à 0, donc P de 0, bah, c'est simplement A0. Okay, et on a dit qu'on veut P de 0, P0 de 1 pardon, égale à 1, bah, il faut que A0 soit égal à 1. Donc le premier polynôme de Legendre, c'est simplement P0 de x égale à 1. Voilà, c'est le plus simple de tous. On va regarder des paires essentiellement, et puis après on verra, je ferai brièvement le commentaire pour les impairs, c'est la même logique. Alors P2 de x maintenant. P2 de x, on veut le construire. On a d'abord le terme A0 fois x, ok, et après on veut déterminer la forme de A2. Donc ça veut dire que comme on calcule P2, ça veut dire que K est égal à 2. Okay, donc A2 c'est égal à A0, donc n égale à 0 ici, moins 2 fois 3, donc ça fait moins 6 sur 2, donc ça fait moins 3 à 0. Alors oui, d'accord, voilà, moins 3 à 0. En fait j'ai vachement écrit les choses intermédiaires, donc c'est bien, mais je l'ai fait à l'oral. Donc P2 ça veut dire que K est égal à 2, hein, c'est ce terme-là. Ok, et donc le A2 à l'indice 2, on substitue ici A0, donc on remplace n par 0 dans cette expression, et K par 2. Et donc au total, ça fait ici 0, moins 6 sur 2, ça fait moins 3 à 0. Okay. A4, si on regarde ce qui se passe à A4, pour se garantir que ce qu'on a fait jusque-là valait le coup, hein, ce qu'on est dans le doute, mettons, on voit que A4, c'est en fonction de A2, d'accord. A2, on a K qui est égal à 2, donc ça fait 2 fois 2 plus 1, moins 2 fois 2 plus 1, ça fait 0 en haut. Donc ça fait bien que A4 est égal à 0 fois A2, et donc à partir de A4, tous les termes sont égaux à 0. Donc au total, P2 de x, il va être égal à A0 plus A2x2, tous les termes suivants sont nuls, et A2x2, on a dit que son expression, c'était de la forme moins 3 à 0. Donc ça fait A0 facteur de 1 moins 3x carré, c'est bien égal à ça, okay, avec cette propriété-là. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est déterminer le A0. On se rappelle qu'on veut que P2 de 1 soit égal à 1. D'accord ? C'est ça la condition. Donc on substitue par 1. Ça fait A0 facteur de 1 moins 3 égale donc à moins 2 à 0, qui doit être égal à 1. Ça fait donc que A0 est égal à moins 1,5. Okay, et donc au total, P2 de x, c'est 1,5. On a un intervertice qu'il y a dedans pour faire disparaître le moins, parce que c'est casse-pied. Ça fait 1,5 facteur de 3x carré moins 1. Et ça, c'est le deuxième polynôme de Legendre. On peut s'en faire un dernier. Pour la route, P4 de x, pour être sûr qu'on a bien compris, ça veut dire que K va être égal à 4, d'accord. A2, si on fait le calcul, ça va donc être égal à 0, parce que c'est en fonction de A0, moins 4 fois 4 plus 1, donc moins 4 fois 5. En dessous, ça fait 2 fois 1. Donc 4 fois 5, ça fait 20, sur 2, ça fait 10. Il y a le moins devant, donc ça fait que A2 est égal à moins 10 fois A0. Ensuite, A4, il est pris en fonction de A2, donc ici, dans ce terme-là, on a 2 fois 2 plus 1, moins toujours 4 fois 5, là, pour le coup, ça ne change pas, sur 2 plus 2 fois 2 plus 1. D'accord, donc là, tout calcul fait, ça fait moins 14 sur 12 fois 2, ça fait, si on remplace A2 par sa valeur, moins 7 sur 6, fois moins 10 fois A0. Donc au total, ça fait 10 sur 6, ça fait 5 sur 3, 5 fois 7, ça fait 35, 35 sur 3, moins par moins, ça fait plus. Donc ça nous fait que A4 est égal à 35 sur 3 à 0. Et A6 va être égal à 0, hein, puisqu'on est sur P4. fait 0 à 4. Donc P4 est de la forme A0 facteur de 1 moins 10x carré plus 35 sur 3 x puissance 4. Ok. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est déterminer A0 en se rappelant que P4 de 1 doit être égal à 1. Donc c'est parti. P4 de 1, c'est égal à A0 facteur de 1 moins 10 plus 35 sur 3. On fait ce petit calcul-là. Ça nous fait A0 égale du coup à 3 huitièmes. En faisant passer de l'autre côté. Donc ce terme-là fait 8 tiers. Et quand on le fait passer de l'autre côté, ça fait 3 huitièmes. Et donc notre polynôme au total, P4 de x, c'est 1 huitième. J'ai fait rentrer le 3 à l'intérieur pour se débarrasser de celui-là. 1 huitième de 35x4 moins 30 fois x carré plus 3. D'accord. On a tout multiplié par 3 à l'intérieur ici. Voilà, donc ça c'est le quatrième polynôme de Legendre. Donc on voit, hein, c'est des relations de récurrence. C'est pas bon, il faut avoir compris comment ça marchait. Après, de toute façon, sauf si vous avez des besoins très particuliers, on ouvre les bouquins et ils sont dans les tableaux. Hein. Tout ça est complètement tabulé. Voilà à quoi ressemblent les polynômes de Legendre. Alors on n'a fait que les paires, mais il y a aussi les impairs, hein, qu'on peut faire exactement de la même façon. Il n'y a pas de problème.
Voilà à quoi ressemblent les premiers, donc jusqu'à P5 là. Donc on a P de 0 qui est P0 qui est égal à 1, qui est une constante, hein. P2 qu'on a calculé ensemble, qui est ce terme-là, et P4 qui est le terme qui est le polynôme en jaune ici, qui fait ça. Ceux qu'on n'a pas calculé ensemble, bah, c'est les impairs, hein. Donc il y a P1, bah, c'est simplement y égale x, d'accord. P3 qui est en vert ici, qui est un polynôme d'ordre 3, et P5 qui est un polynôme d'ordre 5, qui est là en noir. Alors ce qu'on voit, c'est que dans l'intervalle -1, 1, comme on l'avait un peu évoqué, hein, enfin même franchement je crois, hein, pour les problèmes de Sturm-Liouville, c'est qu'ils ont autant de racines que leur degré de solution ici, c'est-à-dire que P3 a 3 racines, dans l'intervalle -1, 1, P5 a 5 racines, etc., etc. Donc le nombre de racines dans l'intervalle augmente avec le degré du polynôme. Donc ils sont de plus en plus oscillants entre guillemets à l'intérieur du domaine, au fur et à mesure qu'on monte dans les degrés. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme autre chose intéressante à voir? Si, autre petite chose, on va y revenir après, mais on voit que les polynômes d'ordre impair valent -1 en -1, et les polynômes d'ordre pair valent 1 en -1, alors qu'ils valent tous 1 en 1. Donc comme ça, c'est la condition qu'on a imposée, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Ok, tous les polynômes impairs valent 0 en 0, alors que les polynômes pairs ne valent jamais 0 en 0, etc. etc. Alors, quelques propriétés importantes. On a une relation générale, alors c'est une autre façon de l'écrire qu'on peut établir, qui peut être utile, c'est bien d'avoir en tête, je ne me rappelle plus si on s'en sert par la suite, mais donc le polynôme Pn de x, on peut l'écrire comme étant la somme de k égale 0 jusqu'à la partie entière de n sur 2, d'accord, de -1 puissance k, 2n moins 2k factoriel, x puissance n moins 2k sur ce terme-là, je ne vais pas tout lire, enfin si je vais le faire quand même, 2 puissance n, k factoriel, n moins k factoriel, n moins 2k factoriel. Donc, juste une toute petite illustration de ce que ça veut dire la partie entière si vous n'êtes pas familier. Si on prend 3 sur 2, ça fait 1,5, sa partie entière c'est 1. Si on prend 5 sur 2, ça fait 2,5, sa partie entière c'est 2. Si on prend 4 sur 2, ça fait 2, sa partie entière c'est 2. Voilà. Donc on enlève tout ce qui est après la virgule en fait. C'est ce qu'on appelle la partie entière. Voilà, du coup si on regarde, est-ce que ça marche cette affaire-là? Si on prend P2, ça va nous emmener jusqu'à k égale à 1. K égale à 1, on a un 2, alors si on, en fait c'est monté à l'envers, hein, si on regarde ce qui se passe. Si on prend pour k égale à 0, on voit qu'on a x puissance n, moins 2k qui fait 0, donc on a le x puissance n, c'est-à-dire que P2, il va commencer, pour k égale à 0, on aura directement le terme en x carré. Et ensuite pour k égale à 1, on aura x puissance n moins 2 moins 2 fois 1, donc x puissance 0. Donc on aura bien juste deux termes, un terme en x carré et un terme en x puissance 0, c'est exactement ce qu'on attend. Après je rentre pas dans tous les détails pour voir que ça colle bien, on peut démontrer cette relation. On peut montrer par ailleurs que les polynômes de Legendre sont orthogonaux, c'est-à-dire que si n est différent de m, l'intégrale de -1 à 1 de Pn de x, Pm de x dx est égale à 0. Et par ailleurs, on peut calculer la norme des polynômes de Legendre. Leur norme, qu'on va noter à n, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça comme ça, j'ai dû recopier sur un bouquin, bon, c'est pas grave. C'est la norme au carré, ça. C'est l'intégrale de -1 à 1 de Pn fois Pn, donc de Pn x carré, donc c'est Pn scalaire Pn, hein, dx, et si vous faites le calcul, ça fait 2 sur 2n plus 1. Voilà. Ça va nous être utile dans pas très longtemps pour quand on fera les séries de Fourier de Legendre. Et ensuite, on peut montrer que les Pn de x sont inférieurs ou égaux à 1 entre -1 et 1. D'accord. On a imposé que Pn de 1 soit égal à 1, et on l'a déjà dit, hein, Pn de -1 est égal à -1 puissance n, c'est-à-dire est égal à 1 pour les n pairs et -1 pour les n impairs. Ensuite, on a une formule qui est très pratique pour le coup, qui est la formule de Rodrigue, qui vous dit que Pn de x, on peut aussi l'écrire comme étant égal à 1 sur 2n n factoriel, dérivé nième par rapport à x de x carré moins 1 à la puissance n. Si vous faites cette opération-là, vous verrez, vous allez tomber sur les polynômes de Legendre tels qu'on les a écrits. Elle n'est pas complètement anecdotique, hein, cette formule, je l'ai mise. On ne va pas forcément s'en servir ensemble tant que ça. Mais en fait, elle est très pratique dès qu'on fait un tout petit peu d'analyse sur ces... Il y a pas mal de propriétés qu'on déduit grâce à cette relation-là. Donc elle est pratique. Voilà. On a ensuite des relations de récurrence entre les polynômes de Legendre, à savoir que P'N plus 1, alors ça va être un peu Nice à l'après-vert, je suis désolé, mais il faut les voir passer, savoir que ces relations existent, qu'elles se démontrent, notamment avec la formule de Rodrigue d'ailleurs pour certaines d'entre elles, ou avec l'équation de Legendre, ça dépend lesquelles, pour montrer ces propriétés-là. Sur la partie où on parle d'intégration, généralement c'est avec l'équation de Legendre qu'on le démontre, et quand c'est avec des dérivés, généralement c'est avec la formule de Rodrigue, il me semble.
Enfin bon, bref. Je les ai pas apprises par cœur, ces démonstrations. Je les ai lues. Donc ce qu'on a, c'est que P'N plus 1 moins P'N moins 1 va être égal à 2n plus 1 fois Pn. Ok. Ensuite, donc ça c'est une relation sur qui mêle dérivée des polynômes et un polynôme. Ici, on peut mêler entre différents polynômes. N plus 1 Pn plus 1 plus n Pn moins 1 va être égal à 2n plus 1 fois x fois Pn. Mine de rien, en fait, ça veut dire que dès que vous avez écrit, par exemple dans la série des polynômes, vous avez écrit les deux premiers, vous pouvez tous les déduire à partir de là, en fait, de proche en proche, sans en passer nécessairement par toutes les relations compliquées qu'on vient de voir avant. Il y a des cas où c'est pratique de raisonner comme ça. Ensuite, P'N plus 1 moins x P'N moins n plus 1 Pn est égal à 0, ou alors vous pouvez faire passer ça de l'autre côté et dire que c'est égal à ça, comme vous voulez. X P'N moins P'N moins 1 est égal à n Pn. Après, il y a des relations qui doivent pouvoir se déduire les unes des autres, mais bon, c'est pas grave. Une autre relation, si vous ennuyez, c'est à peu près normal, mais juste qu'on les voit rapidement, celles qui pourront nous être utiles éventuellement par la suite. 1 moins x carré P'N plus n x Pn moins n Pn moins 1 égale 0. Et c'est la dernière pour la route, Pn est égal à x fois Pn moins 1 plus x carré moins 1 sur n P'N moins 1. Ok. Donc j'ai fait une liste, je me rends compte en le faisant que c'est franchement imbuvable, toutes mes excuses. Ça s'arrête là. Donc toutes ces relations de récurrence peuvent être utiles, il faut ça en fait savoir qu'elles existent, et le jour où on a un problème, où on se dit, ce serait quand même pratique de pouvoir passer de l'un à l'autre, de savoir qu'on peut, il y a des propriétés pour ça. Autre fonction qu'on va pas démontrer, ça se démontre, en fait c'est pas si compliqué que ça à démontrer, faut un peu le travailler au corps quand même, mais ce qu'il faut c'est développer en série ce terme là, et on voit que 1 sur racine de 1 moins xt plus t carré, avec x compris entre moins 1 et 1 inclus, et t compris entre moins 1 et 1, et moins 1 et 1 étant exclus, ça va se développer en une série qui a le bon goût d'être la somme des avoir pour coefficient les polynômes de Legendre, P0 de x plus P1 de x fois t plus P2 de x t carré plus etc. plus Pn de x t puissance n plus etc. Alors là ça tombe un peu du ciel, on voit pas forcément l'intérêt tel quand on l'écrit comme ça. En fait, quand on va se retrouver dans des situations d'équations de dérivée partielle dans des repères sphériques, cette fonction là va venir assez facilement et on va avoir besoin de la passer sous cette forme là de temps en temps. Voilà, donc ça en fait c'est très important. Autant les relations de récurrence avant c'est un peu le truc qui tombe on sait pas trop d'où et on verra bien ce qu'on en fait, mais ça on va en avoir besoin de cette fonction génératrice. Alors je ne l'ai pas démontré, pareil allez voir dans un cours d'analyse qui traite des fonctions de Legendre, vous aurez ça démontré, c'est à coup sûr. Puis si vous me le réclamez avec insistance, je pourrais vous le mettre dans un coin, mais j'ai pas voulu dans cette vidéo là qui va être, enfin dans ce cours là qui va être un peu long, rentrer dans ces définitions, enfin dans ces démonstrations, j'y arrive. Ok, donc on a vu ce qu'on voulait sur les polynômes de Legendre, et même ce qu'on voulait pas. Et maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'on peut en déduire, à savoir les séries de Fourier-Legendre, qui vont nous être d'intérêt quand on va résoudre des équations aux dérivées partielles, bien sûr. Donc si on considère une fonction f de x, qui est définie sur moins 1, 1, elle peut avoir un développement en série de Fourier-Legendre, qui a donc quelle forme? Qui a donc la forme somme de n égale 0 à l'infini des an Pn de x. D'accord, Pn de x, donc ça c'est nos polynômes, et ça an c'est des coefficients, et coefficients de Fourier-Legendre. Ces coefficients de Fourier-Legendre sont donnés par 1 sur la norme, comme toujours, donc ça ici c'est du 2n plus 1 sur 2, intégrale de moins 1 à 1 de f de x Pn de x dx. Donc la fonction poids vaut 1, on se rappelle que notre problème de Sturm-Liouville pour Legendre avait une fonction de poids égale à 1, donc c'est tout à fait cohérent là, comme ça, dit rapidement. Et on a un théorème de convergence, si f et f' sont continus par morceaux, sur moins 1, 1, alors pour un x0 compris entre moins 1 et 1, la série de Fourier-Legendre converge vers 1,5 de f de x0 plus f de x0 moins, exactement comme toujours avec nos séries de Fourier. Prenons un exemple, on s'est fané un peu tout ça, on va prendre un exemple, on va voir qu'on arrive à résoudre une équation de dérivée partielle qu'on n'aurait pas été capable de résoudre jusque-là, avec les outils qu'on s'était donnés encore, et donc ça nous a amené quelque chose. Alors le problème qu'on va regarder ensemble est un peu ad hoc, on verra que les séries de Legendre, et l'équation de Legendre sortent dans les problèmes sphériques naturellement. Là c'est un problème à une dimension où comme par hasard on tombe sur une équation de Legendre, ce qui n'est pas du tout le cas général pour le coup, mais ça va nous permettre d'appliquer tout de suite et puis de voir le bénéfice de tout ce travail.
Donc on va prendre un problème de thermique, parce que c'est le plus simple. Ça peut être de la diffusion de la matière aussi, hein. Si vous voulez imaginer que c'est de la matière qui diffuse, ça marche aussi. C'est plus cohérent pour des chimistes souvent, mais dans les exemples, on a généralement de la thermique, parce que c'est beaucoup des gens qui font ça. Donc on considère une barre qui n'est pas homogène, de longueur 2 en fait, et on l'indexe entre -1 et 1. D'accord. Son coefficient de conductivité, K, tout le long de la barre, va avoir une valeur variable qui est de la forme A facteur de 1 moins x carré. Donc c'est une parabole, hein, où A est supérieur à 0. Et donc dans ce cas-là, l'équation de la chaleur devient du sur dt égale 1 sur ρ c d sur dx de k fois du sur dx. Et parce que vous vous rappelez que généralement jusque là on avait dit k est constante, on pouvait le sortir et écrire du sur dx2. Cette fois-ci on traite un cas où une situation où k n'est pas une constante et où du coup on ne peut pas faire cette simplification de sortir le k, et on a une situation qui est du coup celle-là, du sur dt égale maintenant, alors b est égal à 1 sur a sur ρ c, pardon. Quand on a substitué k par sa valeur a facteur de 1 moins x carré, on sort le a sur ρ c, maintenant on va appeler ça b. D'accord. Alors ρ ici c'est la densité linéaire de la barre, et c c'est la capacité calorifique du matériau. Voilà, qui lui ne varie pas. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, il ne varie pas parce que sinon ça nous foutrait une situation qu'on ne saurait pas résoudre pour le coup en l'état actuel. Mais bon, donc ce qu'on a maintenant c'est du sur dt égale à b d sur dx, 1 moins x carré du sur dx. Et u c'est la température. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est que la valeur de k au bord est égale à 0, ça veut dire que la conductivité est nulle sur les bords, donc on a un flux nul au bord qui est imposé par le problème. Donc là c'est sympathique, on n'a pas à mettre des conditions limites, elles sont contenues dans l'équation. On a k de 1 qui est égal à 0, hein. Ici vous faites 1 moins 1 au carré, ça fait bien 0. Et pour moins 1, pareil, 1 moins 1 au carré, ça fait 0 aussi. Donc le flux est nul au bord. Conditions aux limites sont incluses dans le problème. Et nos conditions initiales, on va prendre une condition arbitraire qu'on ne précise pas plus que ça. U de x est de 0 égale à f de x. Voilà. Et maintenant on veut résoudre ce truc. On voit que notre équation est linéaire, nos conditions aux limites a fortiori aussi. Notre condition initiale est aussi linéaire, donc on va pouvoir faire condition limite qui est homogène et linéaire. On peut faire une séparation des variables, donc on y va. On prend u égale à grand x fois grand t. Ça nous fait du coup, quand on l'introduit dans l'équation, du sur dt devient x fois t'. Ici on a b, d sur dx, maintenant c'est dt droit. 1 moins x carré, alors le t il sort de toute cette opération. Et on a 1 moins x carré dx sur dx. Donc x' en fait. Ok, et donc on peut séparer, on divise tout par grand x fois grand t, donc ça nous fait ici, et on ramène le b du côté des variables en temps, du coup ça nous fait ici t' sur bt, et ici le b s'en va, le grand t s'en va, et ça nous fait du 1 sur x, d sur dx de 1 moins x carré, dx sur dx. 1 moins x carré, x'. Ok, et donc c'est une fonction qui dépend que de x, une fonction qui dépend que de t, elles sont donc égales à une constante qu'on écrit comme étant moins lambda. Et donc au total on a deux équations différentielles ordinaires, la première qui est de la forme d sur dx, 1 moins x carré d grand x sur dx plus lambda x égale 0, pour x compris entre moins 1 et 1, et t' plus lambda bt qui est égal à 0. Et donc on voit ici, avec une joie non dissimulée, que en fait c'est l'équation de Legendre qu'on a retrouvée. D'accord. Et donc, comme c'est l'équation de Legendre, elle est sous la forme de Sturm-Liouville, là, mais c'est bien l'équation de Legendre, on sait du coup que les solutions, c'est obtenu pour des valeurs propres de lambda qui sont n plus 1, où n est supérieur ou égal à 0, et les fonctions propres associées, on sait, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure, hein, c'est les polynômes de Legendre. Et ça c'est fait. Et du coup, Tn, on sait que lambda est égal à nn plus 1, donc on peut intégrer cette chose-là comme étant exponentielle moins nn plus 1 bt, d'accord, c'est la solution pour les Tn associés au Pn. Okay. Et au total, on peut obtenir que notre solution par superposition, c'est somme de n égale 0 à l'infini de an fois les polynômes de Legendre de degré n fois exponentielle moins nn plus 1 bt. Okay. Et les coefficients an, on les obtient suivant la série de Fourier-Legendre comme étant 2n plus 1 sur 2 intégrale de moins 1 à 1 de la condition initiale f de x fois pn de x dx. Ça y est, on a résolu cette équation aux dérivées partielles. Alors là, pour le coup, on peut, entre guillemets, claquer des doigts, parce que dès qu'on a reconnu l'équation de Legendre, on connaît la solution. Donc là, à partir du moment où on dit qu'on connaît les fonctions de Legendre, on a le droit de les sortir du chapeau. On ne va pas réinventer la pluie à chaque fois. Donc ça, typiquement, hein, dans les exercices ou aux examens,
vous avez le droit de dire, bah là c'est l'équation de Legendre, donc la solution c'est ça. On n'a pas de questions à se poser là-dessus. Ok. Si on regarde notre équation de Legendre, on peut la réécrire en sortant le 1 moins x carré qui était devant et en le mettant ici. On voit qu'elle a la forme 1y seconde moins 2x sur 1 moins x carré y prime plus nn plus 1 sur 1 moins x carré y égale 0. Maintenant ça y est, on sait ce que vaut lambda. Et si on regarde ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on n'avait qu'une seule solution. Or pour une équation d'ordre 2, normalement on doit avoir deux solutions linéairement indépendantes. On sait quand on connaît une solution d'une équation différentielle ordinaire, trouver une deuxième solution à partir de la première qui soit linéairement indépendante. Donc on a une première série de solutions qui sont les fonctions de Legendre de première espèce, les Pn de x, les polynômes de Legendre. Ce qu'on voudrait, c'est voir si on ne peut pas trouver une deuxième solution qu'on appellera fonction de Legendre de deuxième espèce, qui est la deuxième solution associée à la première. Alors ça, pour le coup, ça vient des cours d'équations différentielle ordinaire. Quand vous connaissez une solution, ici Pn, vous pouvez trouver une solution Qn sous cette forme-là. K fois Pn de x fois intégrale de alpha à x de 1 sur Pn carré s exponentielle intégrale de CAS de ce terme-là, en fait, 2t sur 1 moins t carré dt ds. D'accord. Donc c'est un peu, voilà, je ne vais pas m'amuser à le démontrer ici, c'est vraiment quelque chose qu'on est censé voir dans un cours sur les équations différentielles. Je ne me rappelle plus, pour être tout à fait sincère, si on l'a vu dans le cours sur les équations différentielles, il ne me semble pas. Parce qu'on avait vu, on n'a pas vu cette méthode-là d'extraction de solutions, donc là on va juste le croire sur parole, et puis après il faut aller se farcir un petit cours d'équadif pour voir cette relation-là. Bon, c'est pas grave, on le croit, et puis voilà. Ici, on va le faire, c'est parti. On intègre 2t sur 1 moins t carré, on a du u' sur u, donc ça va nous faire du log cette affaire-là. Donc je fais pas toutes les étapes parce qu'on n'a pas tout à fait le temps, mais quand on va au bout du truc, on a du log de 1 moins t carré, d'accord. Quand on va au bout du truc, du coup, ça fait du ln de 1 moins... il y a peut-être du moins devant parce qu'il y a du moins ici, donc ouais, c'est ça. Donc ça fait du moins ln de 1 moins t carré. Donc en S, ça fait moins ln de 1 moins s carré, moins ln de 1 moins c carré, moins devient plus, donc on se retrouve avec du ln de 1 moins c carré sur 1 moins s carré. Moralement, prenez le temps, si elle n'est pas évidente pour vous, de faire cette intégrale-là, mais vous savez ce que vous devez trouver. Du coup, notre exponentielle ici de intégrale de CAS de 2t sur 1 moins t carré devient exponentielle de ln, ça s'en va, devient donc 1 moins c carré en valeur absolue. D'accord, sur 1 moins s carré, parce qu'on sait que s est compris enfin ça est en valeur absolue inférieure ou égale à 1, donc on peut enlever la valeur absolue dans son cas. Exponentielle de ln de x, c'est valeur absolue de x. En revanche, sur c, on n'a pas d'hypothèse, d'accord, donc on le laisse dans sa valeur absolue. Et donc Qn, la solution supplémentaire, ça va être an, qui est une constante, fois polynôme de Legendre, intégrale de alpha x de ds sur 1 moins s carré pn carré de s. Est-ce qu'on a bien tous nos petits là? Ouais. Ok. Et alpha, je ne l'ai pas dit, mais il est compris entre moins 1 et 1. Il est compris en fait dans l'intervalle de résolution des quadifs. Et en fait, on va avoir un problème, à savoir que ces solutions-là vont diverger à cause du terme en 1 moins s carré ici. D'accord. Donc, ces solutions-là aussi divergent. Donc, les seules solutions bornées de l'équation de Legendre, ce sont les polynômes de Legendre. Alors, on peut écrire les équations de Legendre de deuxième espèce, mais d'un point de vue physico-chimique, elles ne vont pas nous intéresser, parce qu'elles sont divergentes elles aussi. Donc, ici, les seules solutions bornées qui nous intéressent vont être les polynômes de Legendre. Voilà, dernière étape, et on aura fini pour ce qui est de Legendre, une fois qu'on aura traité ces derniers cas, c'est les fonctions de Legendre associées. Donc là, on considère ce qu'on appelle l'équation de Legendre associée, que je vais noter ELA, qui s'écrit comme l'équation de Legendre, mais on fait apparaître un petit terme en plus. Donc on a 1 moins x carré, w seconde, moins 2x w prime, plus lambda moins m2 sur 1 moins x carré, w égale à 0. Vous voyez ce terme-là qui est apparu, si vous regardez bien par rapport à l'équation de Legendre. Donc si y est une solution de l'équation de Legendre, donc si y est en fait un polynôme de Legendre, mais de façon plus générale, si c'est une solution de Legendre, alors w
va être solution de l'équation de Legendre associée, et va être ce qu'on appelle donc une fonction de Legendre associée, et elle aura cette forme-là, 1 moins x carré puissance m sur 2, la dérivée mim de y, multipliée par la dérivée mim de y. Donc, voilà, donc là ça dépend de la valeur de m, considérée. Ça tombe bien, pour une fois, là pour le coup les choses sont d'accord, l'équation de Legendre associée n'a de solution bornée que si lambda est égal à nn plus 1, ça tombe bien, c'est précisément la condition pour les polynômes de Legendre. Et donc les fonctions de Legendre associées vont être associées à un polynôme de Legendre de degré n, et elles vont être d'ordre m, suivant la valeur du terme m qui est ici. Et donc ces fonctions de Legendre associées de première espèce, on va les noter Pnm de x, vont être égales, on peut le montrer, c'est une solution à la... c'est juste la réécriture de ce cas-là, si vous regardez bien. C'est 1 moins x carré puissance m sur 2, fois la dérivée mim, donc dm sur dx puissance m, de Pn de x. Voilà. Donc ça, ce sont les équations de Legendre associées. Pour être tout à fait sincère, il faudra voir si on en aura besoin, je ne me rappelle plus. Je les ai mis dans le doute parce que je les ai vus dans le bouquin que j'utilise comme base du cours, mais je n'ai pas été voir les chapitres suivants. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, plus on connaît de choses, mieux c'est. Tant que ça ne nous perd pas. Et donc, si on se rappelle de la formule de Rodrigue, on peut remplacer le Pn de x par sa formule de Rodrigue. D'accord ? Donc, ça nous fait apparaître ce 1 sur 2n factoriel, et ça nous fait monter le degré de dérivée de n. D'accord ? Et on a ici x carré moins 1 puissance n, et là dm plus n sur dx m plus n, donc la dérivée m plus unième de x carré moins 1, ça c'est bien égal à ce truc là, parce que Pn c'est la dérivée nème de ce truc là, et on dérive encore m fois, donc comme la dérivation est une opération linéaire, on peut les enchaîner comme ça. Voilà. M doit être compris entre 0 et n, sinon après vous trouvez 0. Parce que vous dérivez trop, et ce terme-là va vous donner une dérivée nulle. D'accord. Donc les Pn avec m plus grand que n sont égaux à 0, quoi qu'il arrive. Par ailleurs, on peut montrer que ces fonctions de Legendre associées sont orthogonales entre elles. PMK scalaire PML est égal à 0 pour k différent de L. Et leur norme PMN carré, c'est 2 sur 2n plus 1, n plus m factoriel sur n moins m factoriel. Voilà. Ça clôt ce que je voulais vous dire sur les équations de Legendre. J'aurais peut-être dû mettre un petit truc en plus sur l'équation de Legendre associée, parce qu'on finit un peu à plat, je trouve. Mais bon, voilà, je ne vais pas refaire. Donc on va faire avec ça, puis on se rappellera s'il y a besoin de ces choses qu'on a vues ensemble. Ok, maintenant on peut attaquer l'équation de Bessel, qui, elle, va apparaître dans les problèmes cylindriques et dans les problèmes dans le plan en repère... j'arrive plus... pardon, je crois que je fatigue un peu trop. En repère voilà, cylindrique, mais pas dans l'espace. Donc c'est-à-dire quand on a un cercle, c'est le repère polaire. Je suis fatigué. Donc voilà. Donc on verra l'équation de Bessel sortir dans le repère polaire, dans le repère cylindrique. En fait, quand il y a un cercle, quoi. Ok, et donc l'équation de Bessel, comment est-ce qu'elle s'écrit? Elle s'écrit x carré y seconde plus xy prime plus x2 moins 2, x2 moins lambda 2, pardon, y égale 0. Donc ça, c'est l'équation de Bessel. On va la mettre sous la forme qui va bien, à savoir que on va diviser par x carré, donc ça nous fait y seconde, plus 1 sur xy prime, plus x2 moins lambda 2, pardon, je vais pas y arriver, sur x2 y égale à 0. Ah, cette chose-là n'est pas analytique en x égale à 0. On va donc avoir besoin, on a donc un point singulier, et quand on multiplie grand F1 par x et grand F2 par x carré, on voit qu'en revanche, on obtient des choses analytiques. Donc c'est bien un point, x égale à 0 est bien un point singulier régulier. Donc on va avoir besoin des séries de Frobenius pour résoudre l'équation de Bessel. On va écrire l'équation indicielle du coup. Alors là, je vous encourage vivement, si vous avez gardé la feuille que je vous avais conseillé de faire au cours précédent, où vous avez le développement de la résolution des équations de deuxième ordre par les séries de Frobenius, de la sortir pour ressortir l'équation indicielle, donc sur le terme AN, sur le terme A0. Donc on se rappelle l'équation indicielle, pour l'écrire, il nous faut les coefficients du développement des fonctions f1 et f2. Ici, f1 est égal à 1, on se rappelle, c'est sous cette forme-là qu'on a petit f1 et petit f2. Ici c'est x fois f1 fois y', donc f1 est égal à 1.
Et ici c'est f2 fois y, donc f2 est égal à x2 moins lambda 2. D'accord. On voit que c'est gentiment des polynômes. Donc nos solutions sont valides pour tous les x, quel que soit x, sauf éventuellement au niveau de la singularité, donc quand x égale à 0. Ça c'est un cas à traiter à part si on en a besoin. On voit que le développement de f1 est très simple, on a juste b de 0 qui est égal à 1, et puis les b1, b2, etc. sont égaux à 0. C0 est égal à moins lambda 2, C1 est égal à 0, il n'y a pas de terme en x, et C2 est égal à 1, c'est le coefficient de x carré. Et les C3, etc. sont égaux à 0. On peut écrire du coup l'équation indicielle, de façon générale, on se rappelle que c'est mm-1 plus b0m plus c0, donc ici ça fait mm-1 plus m moins lambda 2 égale à 0. Et il faut qu'on trouve les valeurs de m qui vont annuler cette expression, donc ça fait m carré moins m plus m, ça fait m carré moins lambda 2 égale à 0, donc ça fait m carré égale lambda 2. Donc on a deux racines, m égale plus lambda, m égale moins lambda. D'accord, pour l'équation indicielle. Et donc on se rappelle pour les équations de Bessel, quand on résout avec la méthode de Frobenius, que donc là on a deux racines distinctes, donc ça c'est une première bonne nouvelle. En revanche, si lambda plus moins lambda moins, ou lambda moins lambda plus, on s'en fout, fait un nombre entier, en revanche là on aura un petit peu plus de complications. Bon, on se rappelle de ça, on doit avoir une seule solution de Frobenius, potentiellement. On aura une seule série de Frobenius, mais qui pourra avoir à elle seule les deux solutions linéairement indépendantes, ou si ça se passe mal, on aura besoin de la solution logarithmique pour aller résoudre tout ça. Bon, c'est le menu des réjouissances, c'est juste pour se remettre un peu en mémoire ce qu'on avait dit sur la méthode de Frobenius. On va voir ce qui nous attend. Donc on va résoudre avec m égale à lambda, et on l'introduit dans le premier terme, si vous regardez, dans le deuxième terme de la série. On introduit lambda dans le premier terme de la série, ça fait a1 facteur de lambda plus 1 fois lambda, plus lambda plus 1 moins lambda 2. Ok. On se rappelle, si vous ne vous rappelez pas, que ce terme-là, en fait, a1 est multiplié par m plus 1 fois m plus b0 facteur de m plus 1 plus c0. D'accord, donc B0 vaut 1, C0 vaut moins lambda 2. Ok, plus A0, facteur de B1M plus C1. B1 fait 0, C1 fait 0, donc ça fait 0 fois A0. D'accord. Donc on voit que le A1, a priori, a le bon goût d'être indépendant de A0. D'accord. Et ce qu'on obtient, c'est 2 lambda plus 1 fois A1 égale 0. Ce terme-là est a priori pas égal à 0, donc on doit avoir A1 égale à 0. Ok. On a A0 qui est arbitraire, A1 qui est égal à 0. Maintenant, il nous faut la relation de récurrence. À partir du terme de degré n dans la solution de Frobenius. Donc si vous introduisez les termes, vous obtenez ça, AN, facteur de lambda plus n, facteur de lambda plus n moins 1, plus lambda plus n moins lambda 2, plus 0, plus AN moins 2, fois 1, et tous les termes suivants sont nuls, parce que les B et C d'ordre supérieur à 2 sont tous nuls. Donc c'est ça qu'on a comme relation de récurrence. On voit tout de suite qu'on va avoir une relation de récurrence entre AN et AN-2, et il n'y aura pas de AN plus 1. Ça veut dire que du coup, tous les termes impairs vont être nuls, et tous les termes pairs vont être non nuls dans la série. On peut déjà l'anticiper ça. Et donc, si on résout cette petite équation-là, on obtient que AN est égal à moins AN-2 sur N2 plus 2N lambda. D'accord. Ok, bon, donc je l'ai déjà dit, comme 1 est égal à 0, tous les termes impairs vont être égaux à 0, donc tous les A 2n plus 1 sont égaux à 0, automatiquement. Et les A 2n, du coup, on peut les réécrire, si on prend le temps. J'ai pas mis les étapes intermédiaires, bon, c'est pas grave, je vous encourage à le faire, c'est toujours, entre guillemets, marrant d'écrire les choses. On voit que le A2n va être égal à n factoriel, moins 1 puissance n fois 1,5 à la puissance 2n, sur n factoriel, 1 plus lambda fois 2 plus lambda fois etc. fois n plus lambda, le tout fois A0. Et donc au total, on a une solution pour la valeur propre m égale lambda, qui est de la forme A0, x puissance lambda, d'accord, ça tient à la forme de la solution de la série de
Frobenius, fois une série de Taylor, dont les coefficients sont donnés par cette relation, donc 1 moins 1 sur 1 plus lambda x2 au carré, plus 1 sur 2 factoriel fois 1 plus lambda fois 2 plus lambda x sur 2 puissance 4, plus etc., plus ce terme-là, plus etc. Et ça, c'est valide, quel que soit lambda. Il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Pour m égale moins lambda, on peut remplacer lambda par moins lambda dans cette expression. On obtient que j'ai dû faire un petit oubli là quand même, il manque un moins sur le A0x quand même. Donc ça a du A0x moins lambda, je suis plus de témoin qu'il y a une arnaque que j'ai ratée, mais non. Ok, facteur de 1 moins lambda, x sur 2 au carré, plus etc. Et on peut montrer que cette solution-là est linéairement dépendante de celle-là, et qu'elle est valide pour les lambda qui ne sont pas des nombres entiers. Si lambda est un nombre entier, on va avoir apparaître un problème, à savoir qu'on va avoir un moment un dénominateur, et tous les suivants d'ailleurs, qui vont se retrouver égaux à 0. Parce que si lambda est un nombre entier, le n moins lambda ici, dès lors que lambda va être égal à lambda, ça va faire 0, ça vous fera un dénominateur nul, et ça va exploser. Donc le y moins lambda n'est pas valide pour les lambda qui appartiennent à n. Okay. Lui, ça pose pas de problème, parce que c'est n plus lambda, donc le y lambda marche quel que soit lambda. En revanche, y moins lambda ne marche pas pour des lambda qui appartiennent à l'ensemble des entiers naturels. Bon, soit, c'est un peu décevant. Et pour lambda égale à 0, vous voyez que y de lambda est égal à y de moins lambda. Tout simplement, hein, puisque là, ces termes-là deviennent bêtement égaux. Cela ici et cela ici. Le x puissance moins 0, x puissance 0, c'est la même chose, donc tout devient complètement identique. Ok. Et donc maintenant, on a su résoudre notre solution, trouver notre solution complètement, pourvu que les lambdas ne soient pas dans n. Dans ce cas-là, on sait écrire que y de x est égal à c1y lambda x plus c2y moins lambda x. Okay. Et y lambda, y moins lambda, c'est les séries de Frobenius qu'on vient de déterminer. Très bien. Et donc, maintenant, on va donner un nom à une version normalisée, entre guillemets, de cette... Enfin, pas normalisée, mais retravaillée. Aussi, peut-être normalisée d'ailleurs, je sais pas. Non, peut-être pas. On va donner une expression particulière à A0, on va l'écrire comme étant... puisque A0 est arbitraire, on peut donner une première expression arbitraire, ça n'empêchera pas de mettre une autre constante arbitraire par en plus devant. Donc on prend A0 égale à 1 sur 2 lambda factoriel lambda. Et si on revient un tout petit peu en arrière, si on fait ça, 1 sur 2 puissance lambda sur factoriel lambda. Oui, bon, non, j'ai pas prévu de le faire, j'ai pas mis les étapes intermédiaires. Vous pouvez montrer du coup qu'on obtient une fonction j de lambda à partir de la y lambda précédente. Hein. Donc on prend y lambda sur 2 lambda factoriel lambda. Et ça vous fait du x sur 2. Ah oui, c'est ça, on a le 2 puissance lambda pour que ça nous fasse du x sur 2 puissance lambda. Et le factoriel lambda, on va le rentrer dedans. Ça fait 1 sur factoriel lambda, moins 1 sur 1 plus lambda factoriel, x sur 2 au carré, plus 1 sur 2 factoriel, 2 plus lambda factoriel, plus etc. Et le terme général s'écrit moins 1 puissance n sur factoriel n plus lambda factoriel, x sur 2 puissance 2n, plus etc. Okay. Ce j de lambda, c'est ce qu'on appelle la fonction de Bessel de première espèce. Et le j de moins lambda correspondant aussi, hein, c'est bien puissance moins lambda ici. C'est aussi la fonction de lambda de première espèce, mais en moins lambda. Fonction de Bessel, pardon, de première espèce, mais en moins lambda. Et du coup, on peut réécrire la solution là-haut. Là, vous voyez que cette solution j lambda, cette fonction de Bessel de première espèce, est directement proportionnelle à y de lambda. Donc en fait, moralement, c'est la même fonction, hein, à une constante près. Donc on peut la réécrire, y égale c1 j lambda plus c2 j moins lambda, pourvu que lambda soit différent, enfin de 0, 1, 2, enfin ne soit pas un entier naturel. Voilà. Ok, donc on a commencé à faire des choses. Néanmoins, il y a des trucs qu'on n'a pas vus ensemble a priori l'année dernière. On a écrit factoriel lambda, et on a dit ici, pour rire hein, quand même, hein, que lambda ne devait pas être un entier naturel. Dire qu'on a écrit factoriel d'un nombre qui n'est pas un entier naturel. Or, factoriel, si vous avez juste appris le factoriel de base, vous savez que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc si maintenant mon lambda n'est pas un entier naturel, qu'est-ce que c'est que factoriel d'un nombre qui n'est pas un entier naturel?
Donc on va prendre 30 secondes pour voir ça. Il y a en fait une fonction qui nous donne le factoriel d'un nombre arbitraire, enfin presque arbitraire, qui est la fonction gamma. La fonction gamma de x, elle s'écrit comme étant intégrale de 0 à l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Ok, donc ça c'est notre fonction gamma de x. D'accord. En quoi est-ce que ce truc-là va nous donner une factorielle? Alors, si on veut juste moralement, ça je ne l'ai pas écrit tel quel, mais si on veut moralement voir que ça marche pour les entiers naturels, on voit que si ici je remplace x par n, j'ai un t à la puissance n moins 1. Pour intégrer ce truc-là, je vais faire une intégration par partie, successivement, jusqu'à n'avoir plus que l'intégrale de exponentielle moins t. Et au fur et à mesure qu'on va intégrer par partie, on va avoir n-1 qui va descendre, puis n-2, puis n-3 qui va se multiplier devant. Et donc on va voir comme coefficient se construire le factoriel de n-1 en fait. Donc, gamma de n nous donnera le factoriel de n-1 en fait. C'est la seule petite blague à laquelle il faut être attentif. Quand on utilise un nombre entier dans gamma de n c'est pas factoriel n, on verra que ce sera factoriel n-1. Enfin je vous l'ai dit déjà un petit peu. Donc, on voit qu'en fait, via l'intégration par partie, moralement, on obtiendra bien le factoriel pour un nombre entier. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même pour les nombres réels. Donc, on va faire une première étape d'intégration par partie, et puis ça va être tout. Donc, si on intègre tx puissance moins 1 fois exponentielle moins t dt par partie, ça nous fait un tx puissance moins 1 fois moins exponentielle moins t, d'accord, entre 0 et l'infini, plus le terme x-1 qui est descendu, qu'on met devant, du coup, il est constant par rapport à t, hein, fois l'intégrale de 0 à l'infini de tx puissance moins 2 exponentielle moins t dt. Okay. On traite ce terme-là en 0. En 0, donc en t égale 0, ce terme-là vaut 0, puisque t vaut 0 ici. En l'infini, exponentielle moins l'infini va faire tendre vers 0 tout ce terme-là, donc ce terme-là vaut 0. Okay. Et ce terme-là vaut x-1 fois gamma de x-1. Si vous regardez bien, ici, vous remplacez dans cette expression-là x par x-1, vous obtenez exactement ça. C'est-à-dire que là, si je prends x à x-1 à la place de x, ça fait x-1 moins 1, ça fait x-2, donc ça fait tx-2 fois exponentielle moins t dt entre 0 et plus l'infini. Donc on a que gamma de x est égal à x-1 fois gamma de x-1. Okay. Maintenant, on peut calculer gamma de 1 pour voir un peu ce que ça donne. Gamma de 1, c'est intégrale de 0 à l'infini de t exponentielle moins t dt. Alors ça s'intègre par partie. Hein. Là, donc la primitive de t exponentielle moins t, ben c'est moins t exponentielle moins t moins exponentielle moins t, pris entre 0 et l'infini. Alors ça, je vous laisse faire cette intégrale-là, elle a vraiment aucune difficulté, hein, par la méthode des DI, on l'a un peu fait au début du cours, hein, sur les équations dérivées partielles. Je vais pas le refaire là, parce qu'on est loin dans le cours. J'espère que vous avez bien repris ces choses-là, bien révisé, parce que sinon, voilà, il faut savoir faire ça en une minute. Hein. Et donc, pour trouver cette primitive-là, même pas une minute d'ailleurs, je vous laisse 30 secondes. Donc pour cette primitive-là, on voit que, pareil, on va la regarder en 0, qu'est-ce qu'elle nous donne? En 0, ce terme-là vaut 0, ce terme-là vaut moins 1, d'accord? Mais il vaudra moins 1, parce que c'est en bas, et en l'infini, ça fait 0, ça fait 0. Donc au total, on a moins 1, ça fait plus 1. D'accord? Donc gamma de 1 est égal à 1. Ok, voilà. Et donc, pour un entier, ce qu'on obtient, c'est gamma de n est égal à n-1 fois gamma n-1. On peut répéter l'opération autant qu'on veut, jusqu'à atteindre gamma de 1, donc ça fait n-1 fois n-2 fois etc. fois 1 fois gamma de 1, ça fait n-1 factoriel. Ça fait n-1 multiplié par n-2 multiplié jusqu'à 1, donc ça fait bien n-1 factoriel. Donc gamma de 0, gamma de 1, ça nous donne en fait factoriel 0, ça nous donne 1. Alors si vous demandiez pourquoi factoriel de 0 fait 1, c'est une façon de justifier, hein, la fonction gamma vous dit que gamma de 1 pardon, qui est factoriel 0 fait 1. Pour le coup là c'est analytique, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de le justifier, mais je trouve que c'en est une bonne. Elle est bien rigoureuse. Et donc on voit qu'en revanche, on n'a aucun problème pour écrire cette intégrale-là pour un terme x qui ne soit pas entier. Ça, on va savoir le faire. On va voir comment. Prenons un exemple. Gamma de 1,5, d'accord. Donc 1,5 c'est plus un entier, on est en train de calculer son factoriel, en fait, enfin, oui, moralement. Donc c'est le factoriel de moins 1,5 en fait qu'on est en train de calculer, hein, si on suit bien, puisque le factoriel qu'on obtient c'est celui de n-1. Mais donc gamma de 1,5, c'est intégrale de 0 à l'infini, de 1,5 moins 1, donc de
t moins 1,5 fois exponentielle moins t dt. Okay. Donc il faut qu'on calcule cette intégrale-là. Alors elle n'est pas complètement sympatoche quand on la regarde comme ça. On va faire un changement de variable, on va prendre u égale t puissance 1,5. D'accord. Donc ça fait du égale 1 sur 2 racine de t dt. Donc on voit que là ici le dt sur racine de t ça va nous donner notre du. Et en revanche ici le t ça va devenir du u carré. Donc ça devient 2 intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins u carré du. L'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins u carré du, c'est une intégrale extrêmement connue sur laquelle vous pouvez trouver plusieurs méthodes de résolution. Elle n'a pas de solution analytique pour le coup, mais en revanche elle est ultra connue, c'est l'intégrale de Gauss, et on sait qu'elle vaut racine de pi. Enfin 2 fois, elle vaut racine de pi sur 2, mais multipliée par 2 elle vaut racine de pi. Et donc voilà, donc on a trouvé gamma de 1,5, ça vaut racine de pi. Bon, très bien. Et maintenant, si on veut calculer gamma de 5,5, et bien avec notre relation de récurrence et en partant de gamma 1,5, on est capable de calculer gamma de 5,5. On écrit que gamma de 5,5 c'est égal à n-1 fois gamma de n-1. Donc 5,5 moins 1 ça fait 3,5 fois gamma de 3,5. Gamma de 3,5 ça va être égal à 1,5 fois gamma de 1,5. Et maintenant ça y est, on sait calculer gamma de 1,5, on vient de le faire. Donc on le substitue ici. Et donc ce qu'on obtient, c'est 3 fois 1 sur 2 fois 2, ça fait 3 sur 4, fois racine de pi, ça fait 3 racines de pi sur 4. D'accord. Donc ce qu'on voit en réalité, c'est que moralement, et pour un nombre négatif, pardon, oui, pour un nombre négatif, on peut le déduire. Si on prend gamma de 1,5, on voit que c'est égal à moins 1,5 gamma de moins 1,5. On fait passer le moins 1,5 de l'autre côté, et ce qu'on obtient, c'est gamma de moins 1,5, c'est égal à moins 2 racine de pi. Moins 2 fois gamma de 1,5, c'est-à-dire à moins 2 racine de pi. Okay. Donc en fait, on peut déterminer gamma de x pour n'importe quelle valeur de x, pourvu qu'on sache calculer sa valeur pour x compris entre 0 et 1, et après, via la relation de récurrence ici, on se ramène à l'intervalle 0,1, et on peut toujours calculer du coup gamma de x, quel que soit x. Voilà. Donc en revanche, ce que ça peut nécessiter de faire, c'est ces calculs-là, qui peuvent être plus ou moins taquins, mais alors évidemment, cette fonction gamma, elle a été tellement étudiée que vous avez tout ça qui a été tabulé, sourcé, voilà, tout ça. On va regarder ce que vaut gamma de 0. Et on va commencer à avoir des petites surprises là, en revanche. Enfin, une petite surprise. Gamma de 0, c'est pas factoriel 0, hein. Ça veut dire factoriel de moins 1. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc on se rappelle qu'on a gamma de x-1 qui est égal à gamma de x sur x-1. Donc ça veut dire que la limite pour x qui tend vers 1 de gamma de x-1, ça va être gamma de 0. Okay. Donc ça va être la limite pour x qui tend vers 1 de gamma de x sur x-1. Je reprends. Je ne sais pas si j'étais clair. Donc la gamma de 0, on va pouvoir le trouver comme étant la limite pour x qui tend vers 1 de gamma de x-1. Okay. Puisque x tendant vers 1, ça va bien tendre vers 0 ici, et donc on va tendre vers gamma de 0. Et ce qu'on obtient du coup, c'est en remplaçant gamma de x-1 par cette valeur-là, gamma de x sur x-1, ça veut dire que on a pour cette limite-là doit être égale à la limite pour x qui tend vers 1 de gamma de x sur x-1. Gamma de 1, on sait ce que ça vaut, on vient de le voir juste avant, ça vaut 1. Et 1 sur x-1, quand x tend vers 1, ça tend vers l'infini. Parce que ça fait 1 sur 0, c'est de la forme de l'infini. Donc gamma de 0, c'est une valeur où la fonction gamma, enfin 0 c'est un point où la fonction gamma diverge. Gamma n'est pas définie en 0. De même, si on regarde pour gamma de moins 1, on utilise la même solution. Hein. On dit que pour gamma de moins 1, la valeur va être donnée par limite pour x qui tend vers 0 de gamma de x moins 1. Quand x tend vers 0, ce truc-là tend bien vers moins 1. Avec la même astuce que là, donc on obtient que ça c'est aussi égal à la limite pour x qui tend vers 0 de gamma de x sur x moins 1. Donc gamma de 0, on vient de voir que c'est l'infini. Et x moins 1, quand x tend vers 0, ça tend vers moins 1, mais ça fait l'infini sur moins 1, ça fait l'infini. Et donc là aussi ça diverge en moins 1. En fait ça diverge pour tous les nombres entiers négatifs. Donc gamma n'est pas défini pour les entiers négatifs. Et à partir de 0 d'ailleurs. Et si on regarde un peu à quoi elle ressemble, si vous la tracez, elle ressemble à ça, hein, la fonction gamma de x. Donc là c'est le 0, et là c'est le 0 aussi. Hein. Donc on voit ici en fait la fonction factorielle, si j'ose dire,
tracée. Alors c'est une fonction qui va extrêmement vite vers l'infini. Okay, on voit qu'elle diverge en 0, c'est ce qu'on avait dit. Vers plus l'infini quand on va par valeur positive, vers moins l'infini par valeur négative. Et on voit que en moins 1 ça diverge, en moins 2 ça diverge, en moins 3 ça diverge, en moins 4 ça diverge, etc. etc. Donc voilà, du côté des nombres positifs, c'est juste une fonction qui croît de façon incroyablement rapide, et du côté des nombres négatifs, elle alterne des divergences sur chaque antinaturel. Voilà à quoi ressemble la fonction gamma, si vous vous demandez un peu à quoi elle ressemble. Mais c'est elle qui nous permet d'avoir un sens à l'expression factorielle d'un nombre non entier, qu'on a croisé jusque-là sans l'avoir résolu. Okay. Donc ça c'est la fin de l'aparté sur la fonction gamma, on peut revenir à la résolution de l'équation de Bessel. Et donc ce qu'on voit, on revient à notre solution. Maintenant, si lambda appartient à l'ensemble des entiers positifs, et ben en fait on n'a qu'une seule série de Frobenius, puisque la différence entre nos deux séries est un nombre entier, ça se passe mal. Et donc on va avoir besoin d'une deuxième solution, qui sera une solution logarithmique. Ces solutions logarithmiques, c'est ce qu'on appelle les fonctions de Bessel de deuxième espèce. On peut construire cette solution comme on l'avait vu évoqué dans le cours précédent, avec cette fonction u, qui nous conduisait à une deuxième équation différentielle qu'il fallait résoudre pour trouver les coefficients d'une nouvelle série. Bon, c'était tout un bins. Généralement, c'est pas comme ça qu'on l'a construit. Généralement, on l'a construit de cette façon-là. On définit en fait la fonction de Bessel de deuxième espèce, qu'on appelle aussi fonction de Neumann. D'abord pour S qui n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, donc on écrit cette fonction YS comme étant JS de X, où JS c'est bien la fonction de Bessel de première espèce, x fois cosinus SP moins J de moins S en X sur sinus SP. Donc pour l'instant, comme S on a dit qu'il n'appartenait pas à N, tout ça est bien défini, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la fonction de Bessel de deuxième espèce, S, d'ordre S, où S n'est pas entier. Et maintenant ce qu'on va prendre, c'est la limite pour S qui tend vers N, et c'est ça qu'on va définir comme étant YN de X. Donc on définit YN de X comme étant la limite pour S qui tend vers N de YS. Et là, on calcule cette limite en utilisant le... je vais y arriver. On a une forme déterminée, pardon, puisque sinus S qui tend vers N, ça fait du sinus de NP, ça fait du 0, d'accord ? Donc on se retrouve avec une forme indéterminée. JS moins J de moins S, on se rappelle que quand S est égal à N, pour J de moins N, on obtenait des choses qui se ressemblaient, donc on a du 0 sur 0. Et donc on a le droit, pour calculer cette limite, de calculer la limite en prenant la limite des dérivés. Je cherche mes mots. Bref, la limite de f sur g en la forme 0 sur 0, c'est la même limite que f' sur g'. D'accord, je vais y arriver. C'est la règle de... Je ne sais plus, je ne suis fatigué. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc, quand on dérive sinus spi par rapport à s, c'est par rapport à s qu'on prend la limite. La dérivée de sinus spi, c'est pi cosinus npi, quand s tend vers n. Et on doit dériver js fois cos spi moins j moins s. Okay. Et donc on peut sortir le 1 sur pi, d'accord. Cosinus npi, ça fait du moins 1 à la puissance n. Okay. Donc ça fait moins 1 à la puissance n, la dérivée de j par rapport à s, et là la dérivée de j moins s par rapport à s, et là la dérivée de j par rapport à s. Ok, je ne sais plus pourquoi il n'y a pas le moins 1 pour lui, mais je ne l'ai pas noté, je ne l'ai plus en tête, c'est pas grave. Donc, après quelques lignes de calcul un peu tordues, ce que vous obtenez, c'est ça. La fonction de Bessel de deuxième espèce. C'en est une façon de le définir, il y en a d'autres, mais c'est la façon la plus souvent retenue. Elle prend cette forme-là, du coup, le 2 sur pi, jn de x, facteur de gamma plus ln de x sur 2. Ah, on a le fameux ln, on avait dit que c'était une solution logarithmique, et on n'est pas arnaqué là-dessus, on obtient bien une solution logarithmique. Moins 1,5 de somme de k égale 0 à n moins 1 de n moins k moins 1 factoriel sur k factoriel, x sur 2, puissance 2k moins n. Moins 1,5 de somme de k égale 1 à l'infini, de moins 1 puissance k, phi de k plus n, fois x sur 2 puissance n plus 2k, sur factoriel k, n plus k factoriel. Alors là, il y a quelques belles pages d'analyse pour arriver à ça, et je vous ai dit que c'est pas un cours d'analyse qu'on fait, c'est un cours sur les équations dérivées partielles, donc je prends pas le temps de regarder toutes les étapes qui conduisent à ça.
Je vous ai donné le point de départ et le point d'arrivée. Là, pour le coup, les étapes entre les deux sont un peu plus tordues, je vous le cache pas, donc je vous conseille furieusement, si vous êtes intéressé, de ne pas hésiter à ouvrir les bouquins pour voir ça. Après, si vous le voyez tout seul, vous êtes très fort en maths et bravo. Là-dedans, phi de k, à quoi c'est égal? C'est égal à la somme de 1 plus 1 sur 2 plus etc. plus 1 sur k. Et gamma, c'est la limite pour k qui tend vers l'infini de 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur k moins ln de k. Ça, c'est la constante de Euler-Mascheroni, je crois, de mémoire. Équivaut à peu près 0, 5, 7, 7, 2, 1, 5, 7, etc. etc. Je sais pas si c'est un nombre transcendant ou pas d'ailleurs. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Bref, ça fait partie de ces nombres bizarroïdes qui sortent en maths. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de Bessel de deuxième espèce. On est assez d'accord pour dire qu'elle est beaucoup moins sympa que la fonction de Bessel de première espèce, puisque il y a ce terme en log, il y a des tas de séries un peu bizarres avec des constantes encore plus tordues. Bon, c'est comme ça. En plus de ça, cette fonction-là est indéfinie en 0, parce qu'on a du ln de 0 qui apparaîtrait ici, et donc ça marcherait pas. D'accord. Donc elle diverge en 0. Et donc, pour lambda qui est un entier naturel, la solution de l'équation de Bessel devient y égale c1 jn de x plus c2 yn de x, où jn et yn sont les fonctions de Bessel. Alors les fonctions de Bessel, elles sont tabulées, elles sont codées dans les informatiques, c'est exactement dans les systèmes informatiques où les calculatrices c'est plus rare quand même, enfin à moins que les calculatrices modernes le fassent, mais de mon temps, quand j'étais jeune, on n'avait pas les fonctions de Bessel dans nos calculatrices. Mais donc ces fonctions-là, c'est comme pour le log ou l'exponentiel, quand vous avez besoin, vous entrez la valeur de x et ça vous donne la valeur. Il n'y a pas de problème. Donc, et regardons-les d'un peu plus près pour voir un peu à quoi elles ressemblent. On va voir qu'elles ont des têtes en fait assez sympathiques. Donc la fonction de Bessel de première espèce, on peut l'écrire comme ça, pour jn de x, c'est somme de k égale 0 à l'infini, de moins 1 puissance k sur factoriel k, n plus k factoriel, x sur 2, n puissance n plus 2k. Okay. Et si on la trace, ça ressemble à ça. Donc ici, on a j0 qui vaut 1, et puis après qui oscille comme ça, et les oscillations vont s'atténuer de plus en plus, en fait. J1, c'est la bleue, là, qui commence à 0, et puis qui va en s'atténuant. J4, c'est la jaune, voilà, qui va en s'atténuant, elle aussi. Etc., etc. Et donc les J, au fur et à mesure que vous augmentez l'ordre, ça commence de plus en plus à plat, en fait, et ça va en oscillant de cette façon-là. Alors, l'oscillation n'est pas sans rappeler la fonction cosinus. Alors, si vous allez voir dans les bouquins, bon, moi, j'ai toujours trouvé cet argument un peu ad hoc, mais bon, les gens très intelligents le font, donc ça doit être tout à fait vrai, mais en fait, les coefficients qu'on a ici ressemblent un peu à des coefficients du développement limité de la fonction cosinus, effectivement. Et donc on se retrouve avec des fonctions qui vont osciller un peu de la même façon, qui vont avoir, on va en parler au fur et à mesure, donc je vais me taire ici, mais qui ont des zéros qui sont espacés de un peu moins que pi en fait, etc. etc. Ce qu'on obtient, c'est que si, vu la forme ici de la solution, si n est un entier naturel, c'est ce que j'ai pris là d'ailleurs, n va avoir la parité, jn va avoir la parité de n. Puisque ici on a la somme d'un nombre pair plus un nombre qui, s'il est pair, fait au total un nombre pair, et s'il est impair, fait au total un nombre impair. D'accord. Donc si on considère j0, c'est une fonction paire, j1 c'est une fonction impaire, j4 c'est une fonction paire, etc. etc. Alors quand x tend vers 0, j de 0 tend vers 1, et tous les autres j tendent eux vers x puissance lambda sur 2 puissance lambda gamma de 1 plus lambda. Alors à nouveau, je vous laisse le démontrer tout seul si vous ennuyez, sinon on va juste le croire sur parole pour l'instant. Et quand x tend vers l'infini, on obtient quelque chose d'assez sympathique en fait, c'est que j de lambda tend vers racine de 2 sur pi x fois cosinus de x moins pi sur 4 moins lambda pi sur 2. Donc on obtient quelque chose qui est effectivement cosinusoïdal. En revanche, au fur et à mesure que x tend vers l'infini, ce terme-là va faire que la j tend vers 0 en moyenne en fait. Parce que cosinus c'est une fonction bornée qui varie entre moins 1 et 1, divisé par racine de x, ça tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc l'amplitude des oscillations diminue et tend vers 0 à l'infini, mais ça oscille de plus en plus comme une fonction cosinus en fait. Voilà. Je me suis amusé, je ne l'ai pas reproduit ici, mais à le tracer pour x compris entre 10 000 et 10 015, pour garder le même espacement que là, et ça superpose parfaitement à la fonction j et la fonction qui est définie là comme sa limite. Quand vous êtes à un argument de 10 000, la superposition est parfaite. Voilà. C'est juste pour dire. Ensuite, on a des relations de récurrence qui vont être importantes. X puissance n fois jn de x', c'est égal à x puissance n fois jn-1 de x.
Donc on obtient les dérivées d'une fonction de Bessel en fonction de l'autre fonction de Bessel, pourvu qu'elle soit multipliée par x puissance n, pour n supérieur ou égal à 1. Ouais, sinon, si c'était x puissance 0, on aurait directement que la dérivée de jn c'est jn-1, ce qui serait un peu bizarre. X puissance moins n jn prime, c'est moins x puissance moins n jn plus 1, d'accord, pour n plus grand que 0. Et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est à partir de là. Ouais, c'est pas à partir de là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ici. C'est après que ça apparaît. On va voir qu'avec J0 et J1, on peut générer toutes les Jn où n est entier, à partir des deux seulement, des deux premières. À partir des relations de récurrence. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis allé le mettre là. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. C'est pas grave. Et ces deux propriétés-là vont être vraies, on va le voir pour les fonctions de Bessel deuxième espèce. Celles qui sont là, en revanche, non. Après, on a des relations de récurrence. Hein. J'n plus n sur x jn est égal à jn moins 1. J'n moins n sur x jn est égal à moins jn plus 1. Alors, ça ressemble à ça, hein. Toutes ces relations sont un peu liées entre elles. À nouveau, je ne prends pas le temps de démontrer tout ça. Hein. On a que 2j'n est égal à jn moins 1 moins jn plus 1. Et la relation de récurrence qui, elle, permet à partir de j0 et j1 de toutes les constituer, c'est 2 sur nx jn est égal à jn moins 1 plus jn plus 1. En fait, si vous faites passer le jn moins 1 de l'autre côté, ce que vous obtenez, c'est que jn plus 1 est égal à 2n sur x jn moins jn moins 1. Et donc, si vous connaissez J0, J1, ben de proche en proche, vous pouvez construire J2, J3, J4, etc. C'est comme ça, pour tout vous dire, hein, ça j'ai tracé avec un logiciel qui s'appelle GNUplot. Donc GNUplot, vous avez défini J0, J1, et J4, ben, j'ai défini avec cette relation de récurrence-là, tout simplement. Voilà, donc j'ai défini J2, J3, et finalement J4, et j'ai tracé que J4 parce que ça faisait trop d'oscillations sur l'écran. C'était fatigant pour les yeux. Je pense à votre confort et au mien. Ok, voilà. Ensuite, on peut montrer que les Jn sont bornés, c'est-à-dire que c'est toujours inférieur ou égal à 1 en valeur absolue, quel que soit x. On peut montrer des relations un peu rigolotes, que la fonction sinus peut se développer en fonction de Bessel, et elle est égale à 2 fois la somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n, j2n plus 1 de x. Donc uniquement les fonctions de Bessel impaires. Et oui, logiquement, puisque la fonction sinus est impaire, donc c'est un développement de fonction impaire. Et cosinus de la même façon, on peut le développer en fonction des séries de Bessel, mais paires pour le coup. C'est donc j0 de x plus 2 fois somme de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n, j2n de x. Donc c'est la somme des fonctions de Bessel paires. On a des représentations intégrales, alors qui sont sympathiques si on doit résoudre ce genre d'intégrale-là, qui honnêtement est infernal à résoudre. Hein. Intégrale de 1 sur pi de 0 à pi, 1 fois l'intégrale de 0 à pi de cosinus n θ moins x sinus n θ dθ. Et bien ça c'est égal à jn de x, où n appartient à z, pour le coup c'est un entier relatif. Ok. Ensuite, si vous avez l'intégrale de 1 sur pi, fois l'intégrale de 0 à pi de cosinus x sinus n θ cosinus 2n θ dθ, ça c'est j2n de x. Si vous avez 1 sur pi intégrale de 0 à pi de sinus x sinus n θ fois sinus 2n plus 1 θ, il faudra des parenthèses là pour bien faire, hein, dθ, c'est égal à j2n plus 1 de x. Donc ça c'est des intégrales infernales, et on peut montrer que ça, comme le résultat, on a des fonctions de Bessel. Donc là je vous cache pas qu'il y a quelques pages d'analyse un peu tordues, que je ne ferai pas avec vous dans ce cadre-là, même si vous insistez là pour le coup. La vie est trop courte en ce qui me concerne pour que je redéveloppe ce qu'il y a dans des bouquins et qui demandent pas mal de doigté pour être bien expliqué. Je suis pas prof d'analyse, un petit peu aussi, mais pas à ce point-là. Ensuite, on peut montrer que, notamment en conséquence de ces relations, en particulier donc J0 de x, à partir de celle-là, hein, c'est 1 sur pi intégrale de 0 à pi de cosinus x sinus θ dθ, et J1 de x à partir de celle-là, c'est 1 sur pi intégrale de 0 à pi de sinus x sinus θ dθ. Voilà. Donc c'est deux petites intégrales qui peuvent nous tomber sur le doigt de temps en temps. Maintenant, les fonctions de Bessel de deuxième espèce, on peut les tracer, voir un peu à quoi elles ressemblent, et on va donner quelques propriétés là aussi. Alors on avait dit, hein, il y a un terme en log, et effectivement ça diverge en 0, ça va vers moins l'infini. Et donc là pour le coup on n'est pas borné entre moins 1 et 1 comme on l'est pour les fonctions de Bessel de première espèce. Hein. Et après en revanche, quand on s'écarte un peu, bah, ça devient oscillant. D'accord ? Et ça se comporte pour le coup un peu plus effectivement comme des fonctions trigo, mais pas près de 0. Et donc on peut montrer, hein, que quand x tend vers 0, y de 0 tend vers 2 sur pi fois ln de x, donc ça se comporte vraiment logarithmiquement. Hein. Et pour y de lambda,
quand x tend vers 0, ça tend comme moins 2 puissance lambda, gamma de lambda sur pi fois x puissance lambda, pour lambda non nul. Parce que pour lambda nul, on avait dit c'était du ln de x qu'on récupérait. Donc c'est en 1 sur x lambda en fait, hein, le comportement ici pour les... Donc ici c'est en 1 sur x hein, pour y, avec les bitoniaux devant. Là. Quand x tend vers l'infini, y de lambda tend, alors là ça ressemble un peu à ce qu'on avait pour j de lambda, ça tend vers racine de 2 sur pi x fois sinus, cette fois-ci, x moins pi sur 4 moins lambda pi sur 2. Donc effectivement, là, le comportement asymptotique en x tend vers l'infini ressemble tout à fait aux fonctions de Bessel de première espèce. On a des relations de récurrence qui sont les mêmes, qui sont les mêmes, les deux premières sont les mêmes que pour les premières espèces et les autres ne sont pas vérifiées. X puissance n yn de x', c'est égal à x puissance n yn moins 1 de x. Et x puissance moins n yn de x', c'est égal à moins x puissance moins n yn plus 1 de x. Voilà. C'est tout pour les fonctions de Bessel de deuxième espèce. On a vu un peu à quoi elles ressemblaient. Pareil, ça va être codé dans les... quand vous avez besoin informatiquement, tout ça peut s'utiliser. Maintenant, on a nos fonctions de Bessel. Tout à l'heure, quand on avait nos fonctions de Legendre, on avait tracé, enfin on n'avait pas tracé, on avait vu qu'on pouvait développer des fonctions en série de Fourier-Legendre. On peut faire pareil avec les séries, avec les fonctions de Bessel. On peut développer en série de Fourier-Bessel. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est un petit peu plus subtil que pour les polynômes de Legendre. Donc, on va appeler z indice mn les zéros positifs de la fonction jm de x. Et ici, m et n sont des entiers naturels. Donc, ça veut dire que jm de zmn est égal à 0. Alors, on a vu, jm, c'est une fonction qui oscille, comme la fonction cosinus. Et donc elle croise, alors je l'ai pas mis dans les propriétés, mais d'accord, mais la distance entre deux zéros de la fonction de Bessel de première espèce est égale ou inférieure à pi, je me rappelle plus exactement là pour le coup. Mais donc il y a vraiment un comportement, et on l'a vu asymptotiquement, c'est vraiment cosinus. Et donc, mais donc les zéros sont pas espacés exactement comme pour la fonction cosinus, ils ont un petit éphasage si vous voulez, ils se décalent progressivement de npi, ils sont pas exactement npi. Et donc, ces ZMN, ils sont distribués de façon irrégulière sur l'axe des réels, et simplement, on sait les déterminer, un JM de ZMN égale à 0, on peut calculer les ZMN correspondants. Donc, si on veut développer une fonction f de x entre 0 et 1, on peut la développer en série d'une fonction de Bessel, JM par exemple, on considère la fonction de Bessel JM, et du coup la fonction f de x, on peut la développer en série de Fourier-Bessel, elle sera égale à somme de n égale 1 à l'infini des an jm zmn de x. D'accord. Donc là, la fonction jm finalement ne change pas, ce qui change c'est l'argument là-dedans de la fonction, comme pour une série de Fourier. Une série de Fourier, vous vous rappelez, quand on développe en série de Fourier, c'est cosinus, on a du cosinus npx sur L. Et en fait, moralement, c'est la même chose. J tient le rôle du cosinus, et le npi, c'est le zmn ici qui va se décaler au fur et à mesure qu'on va sommer sur les n en fait. D'accord, fois x. Alors sur L, L ici vaut 1 puisqu'on a entre 0 et 1. Donc vraiment moralement c'est la même chose. D'accord. Donc JM c'est un peu un cosinus correspondant à une situation donnée, un espèce de pseudo-cosinus correspondant à une situation donnée. Mais en revanche, l'intervalle sur lequel on va faire le développement est compris entre 0 et 1. Après si on normalise notre longueur, on peut l'utiliser. Par ailleurs, on peut montrer que les JM de ZMN de x sont orthogonales, à savoir que intégrale de 0 à 1 de JM ZMN, JM ZM K fois x dx, alors attention, on a une fonction poids qui est x ici, donc par rapport à ce produit scalaire, elles sont orthogonales, c'est-à-dire que si n est différent de k, on obtient 0, si n est égal à k, on obtient donc la norme. Alors la norme, attention, elle est égale à un truc marrant, il faut aller voir les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, elle est égale à j m plus 1 zmn au carré sur 2. D'accord. Donc ça c'est pour n égale à k. Et donc ça c'est la norme dont on aura besoin pour calculer le AN. Donc ici ces fonctions JM sont orthogonales sur 0, 1 avec la fonction poids sigma de x égale à x. Ouais, voilà. Alors qui n'est pas la... ouais. Okay. Je ne l'ai pas mis sous forme de Sturmliouville, l'équation de Bessel. Je ne sais pas si elle se met sous forme de Sturmliouville. Bon bref, je sais pas.
Je vais pas diverger parce que ce que j'ai pas prévu, je vais faire des bêtises. C'est un petit peu taquin des fois là quand même déjà. Et donc les coefficients AN hein, pour une série de Fourier-Bessel, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est 2 sur JM plus 1 ZMN au carré. Ça c'est la norme de nos fonctions de base. Fois le produit scalaire qu'on a vu, intégrale de 0 à 1 de f de x, JM ZMN de x, x fois x dx. Voilà, pour n supérieur ou égal à 1. On a un théorème de convergence. Hein. Si f et f' sont continus par morceaux sur 0, 1, dans ce cas-là, la série, qu'on vient de voir, hein, donc la série de Fourier-Bessel, converge vers en x0, vers f de x0 plus f de x0 moins sur 2, pour x0 compris entre 0 et 1. Ok. Et alors, en revanche, là, il y a deux petites arnaques auxquelles il faut faire gaffe. C'est que en 0, elle converge vers 0 en x0 égale à 1, d'accord, puisque si vous remplacez x par 1 ici, vous avez somme des jm de zmn, mais ça, par définition, c'est des zéros de la fonction jm, donc vous faites des sommes de 0. Donc, en x égale à 1, ça converge vers 0 quoi qu'il arrive, pour le coup, indépendamment de la fonction f. Et voilà, puisque jm de zmn égale à 0, bon, je l'ai dit à l'oral. Et si... et vers 0 en x0 égale à 0 si m est supérieur ou égal à 1, et si vous développez par rapport à j de 0, ça va tendre vers 0+. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que toutes les fonctions de Bessel pour m supérieur à 0 valent 0 en 0. Donc de toute façon, si x tend vers 0, vous aurez des sommes de 0, et vous trouverez 0. En revanche, ce qu'on rappelle, c'est que la fonction de Bessel j de 0, elle valait 1 en 0, et donc on peut récupérer f de 0+, si on développe par rapport à j de 0. Voilà. Okay. Donc c'est un tout petit peu moins sympathique hein, que la série de Fourier. Hein, de ce point de vue-là, elle a sur les bords du domaine, elle ne converge pas gentiment comme on voudrait vers la fonction nécessairement. Elle converge vers 0, sauf sur les bords du domaine, sauf vers 0+ en x égale à 0 si vous développez par j de 0. Sinon, c'est vers 0 quoi qu'il arrive. Alors, utilisons un peu nos fonctions de Bessel. On va prendre deux exemples de résolution d'équations différentielles pour le coup. On va voir que ça va nous permettre de traiter des situations pas sympathiques a priori à l'œil. Et voilà. Et puis après, on aura fini pour aujourd'hui. Donc on va résoudre cette équation différentielle. U seconde plus 1 plus 1 moins 4k au carré sur 4x carré fois u égale à 0. Alors, si on est sur Bessel, ça veut dire qu'on va vouloir essayer de ramener ça en fait à l'équation de Bessel. Donc on va faire un changement de variable, une substitution. Donc, alors ça c'est des choses où il faut un peu de pratique, ou des bouquins à côté, hein, pour aller explorer ce genre de propriétés, mais si on fait par exemple la substitution u égale racine de x fois y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que u' va être égal, je dérive ce truc, hein, va être égal à, c'est le produit de deux fonctions qu'on dérive, donc ça va être y sur 2 racines de x, donc y fois la dérivée de racine de x, plus racine de x fois la dérivée de y, donc plus racine de x fois y'. Ok, ça c'est u'. U seconde va être égal à moins x puissance moins 3,5, donc il faut redériver ça, hein, fois y sur 4, plus y' sur racine de x, plus racine de x fois y seconde. Je vous laisse le faire, hein, vous dérivez cette ligne-là, vous tombez là-dessus. Okay. Maintenant on peut resubstituer tout ça là-dedans. Donc si on resubstitue le u seconde, ça fait du racine de x, y seconde, alors attendez, que je retrouve mes petits. Ah oui, alors là, il y a eu un autre changement de variable par derrière. Là. Alors attendez. Pouf pouf. Ouais, j'ai pas mis les étapes intermédiaires parce que je voulais gagner de la place. Mais du coup, c'est les aides de faire l'oral en improvisant. On a du racine de x, y', racine de x. Ouais, bon, je n'ai pas mis les étapes intermédiaires. Je vous laisse faire la vérification. Hein, mais donc, si vous introduisez ça là-dedans, ce que vous obtenez, c'est cette équation-là. D'accord, qui, elle, est l'équation de Bessel. D'accord, c'est bien x carré y seconde plus xy' plus x2 moins k2y. Tout à l'heure, on avait un lambda à la place du k, mais c'est la seule différence. Égal à 0. Donc cette équation différentielle-là se transforme en équation de Bessel avec ce changement de variable. J'ai pas mis les étapes intermédiaires. Ouais, j'en suis désolé. Il faut peut-être faire un fois x puissance 3,5 quelque part. Il y a peut-être des choses comme ça à faire. Je me rappelle plus bien, il faut manipuler un peu. Donc on arrive à ça. Et une solution, bah du coup on sait par cœur hein, quelle est la solution. Dans ce cas-là, la solution de cette équation-là, c'est y égale jk de x. Et comme u c'est racine de x fois y, ben ça devient que la solution de cette équation-là, c'est racine de x fois jk de x. Et voilà, on a résolu notre équation.
Donc l'étape difficile, c'est la conversion de cette équation-là en une équation de Bessel. Une fois qu'on l'a fait, la solution tombe toute seule. Voilà, deuxième exemple, c'est u seconde plus x carré u égale à 0. On veut trouver une solution de cette équation-là, donc à nouveau, il va falloir qu'on la transforme en équation de Bessel. On commence par faire la même substitution, u égale racine de x fois y. Donc on se retrouve avec les mêmes propriétés que là. D'accord. Et donc ça va nous donner du... Alors, ouais, c'est bien, là j'ai mis un peu plus d'étapes. Donc le u seconde, ça va donner du x1,5 y seconde qui est là, plus x moins 1,5 fois y prime, x moins 1,5 fois y prime, c'est ça, moins x moins 3,5 y, moins x moins 3,5 y, sur 4, c'est ce terme-là, ouais, c'est ça. Ok. Et x carré fois u, ça fait x carré fois racine de x, ça fait x puissance 5 demi. Ça fait x puissance 4 demi plus 1 demi, ça fait x puissance 5 demi, hein, fois y. D'accord. Donc ça, c'est bien la transformation de u seconde plus x carré u à partir de cette relation-là. D'accord. Donc là, on a les étapes intermédiaires. Donc on va voir, on aura au moins un exemple, on aura traité le cas complètement. Là, on va faire du fois x3 demi de mémoire. Ouais, c'est ça. Et fois x3 demi, ben x1 demi fois x3 demi, ça fait x carré, y seconde. X moins 1,5 fois x3 demi, ça fait x2 demi, ça fait x, y prime. X3 demi fois x5 demi, ça fait x puissance 4. Ok. X moins 3 demi fois x3 demi, ça fait 1. Donc moins 1 quart, y égale 0. Ok. Donc c'est mieux, c'est pas exactement l'équation de Bessel. D'accord. Parce qu'on a dit x puissance 4 ici. Donc on va resubstituer, on va prendre w égale x carré sur 2. D'accord. Ça veut dire que x est égal à racine de 2w, hein, quand on fait repasser de l'autre côté. Et donc dw sur dx, alors là il y a une deuxième substitution qui est un peu taquine, on va la faire ensemble. dw sur dx, c'est égal à x simplement, hein. dw sur dx, ça fait la dérivée de x carré sur 2, ça fait x. Et x est égal à 2w puissance 1,5, c'est ce qu'on avait dit. Ok, virgule, c'est intéressant. Ensuite, dy sur dx, du coup, ça c'est la dérivée d'une fonction composée, la chain rule, comme disent les anglais. Donc la dérivée première, ça s'écrit simplement, dy sur dx c'est dy sur dw fois dw sur dx. Donc le dy sur dw, vu qu'on fait une substitution, ce sera notre nouveau y', et dw sur dx, on vient de déterminer, c'est 2w puissance 1,5. Donc dy sur dx deviendra, donc y' deviendra 2w puissance 1,5 dy sur dw, donc le nouveau y'. Ok. Ensuite, la dérivée seconde, quand on a une composition, est un peu plus tordue que la dérivée première. Hein. d2y sur dx2, ça c'est d2y sur dw2 fois dw sur dx au carré, plus dy sur dw fois d2w sur dx2. Alors ça va être notre y seconde, donc on n'y touche pas. dw sur dx, c'est 2w fois puissance 1,5, au carré ça vient simplement de 2w, ça. Donc ça fera 2w y seconde. Et ici, dy sur dw, ce sera du y', et d2w sur dx2, c'est la dérivée seconde de w, qui fait 1. La dérivée première faisait x, la dérivée seconde fait 1, et donc ce sera juste y', ça. Donc au total, ça c'est égal à 2w d2y sur dw2 plus dy sur dw. Okay. Maintenant on peut substituer tout ça. Et donc quand on substitue, on obtient que x carré... ouais, c'est là que j'ai une arnaque. Est-ce que j'ai fait une erreur ici? J'ai un bug là. Normalement ça devrait marcher. Est-ce que... Attendez. Le x4 devient gentiment... ouais, il y a un facteur 4 qui est parti, je sais pas où là. Mais... ouais, il y a du... Oui, mais non, il faut que je réintroduise, pardon, je pense tout haut, il faut tout réintroduire dedans et tout traiter. Oui, c'est là, à nouveau, j'ai pas mis toutes les étapes, d'accord. Pardon, ouais. Donc il faut bien tout retraiter, et donc, une fois qu'on a bien tout retraité, on retrouve bien l'équation de Bessel. Ouais, il faut regarder de près, là. Je suis désolé, j'ai pas mis toutes les étapes à nouveau. J'ai préparé la substitution, là j'avais mis les étapes, mais là je les ai pas mises parce qu'il y en a trop. Je pense que ça faisait 5-6 lignes de plus, et je voulais finir à ce slide. Bref, et donc on obtient l'équation de Bessel.
Donc on est content parce que là on sait écrire les solutions de cette équation-là, d'accord. Alors là c'est pas un y, si c'est un y, mais c'est fonction de w. Hein. Donc là on sait du coup que la solution de cette équation-là, c'est y égale la fonction de Bessel de première espèce 1 quart de w. Alors faites gaffe, hein, à chaque fois j'ai dit trouver une solution de, hein. J'ai pas dit trouver la solution générale. Hein. Donc je me suis pas engagé à produire plus qu'une fonction solution. Il faut regarder un peu plus en détail. Bon, on doit pouvoir prendre le j-1 quart ici en revanche. Donc là on doit pouvoir trouver les deux. Donc ça fait y égale j1 quart de w, d'accord. Après il faut faire les substitutions arrière simplement. Hein. Et donc quand on revient à notre u de départ, ça fait u c'était racine de x fois y, donc on a le x puissance 1,5 qui apparaît, j de 1 quart, et le w c'était x carré sur 2. Donc on a du x carré sur 2 ici, et on a trouvé la solution, une première solution. Voilà. Ok, voilà, j'espère que c'était pas trop pénible. On en a fini. Enfin, disons que les deux prochains cours seront sur à nouveau des équations de dérivées partielles, et on va aller se mettre dans les repères cylindriques et sphériques, ou dans le repère polaire d'ailleurs, on verra. Et on va en fait cueillir le fruit de tout ce qu'on a fait sur les deux derniers cours, et particulièrement sur Legendre et Bessel. On va pouvoir les sortir du chapeau et dire on reconnaît l'équation de Legendre, on reconnaît l'équation de Bessel, et on saura écrire les solutions. Donc ce cours-là, il n'y aura pas à proprement parler de TD là-dessus. En revanche, il faut les avoir vus et compris pour savoir sortir les équations de Bessel et de Legendre du chapeau. Voilà, c'est à peu près tout, et puis on va réutiliser certaines des propriétés éventuellement pour analyser les comportements de nos équations, des solutions d'équations différentielles, enfin dérivées partielles, pour les grandes valeurs d'arguments, des choses comme ça, mais voilà, pour ce qui est de Bessel en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce cours-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos mathématiques aventures. Au revoir.